depuis 1992. Bonne année à tous et puis pour nous on va essayer de la faire bonne jusqu'au bout. Bonne année, bonne santé pour cette nouvelle année qui arrive 2006. Bonne année à tous, 15 jours de Dakar, j'espère que vous serez derrière vos télés. Bonsoir et encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Nous sommes dans le sud du Portugal, à Portimao, et bientôt ce 28e Dakar va quitter l'Europe pour l'Afrique, pour le Maroc. Ça sera cette nuit, la traversée pour les concurrents. Nous avons vécu deux très belles spéciales ici au Portugal, un pays qui a remarquablement accueilli ce rallye. Nous allons revivre les grands moments de ce qui s'est passé donc depuis le départ, à commencer par la deuxième étape, celle du jour, avec tout de suite le résumé auto qui a été préparé par Jean-François Carquert. À l'unanimité des pilotes, c'était une très belle spéciale. 115 km sur la terre de l'Algarve, tout en longs virages, en montée et en descente. Et comme hier, Carlos Sainz s'est bien amusé. Deuxième victoire d'étape pour le novice en matière de rallye raid. Et encore, le champion de rallye tout court, leader au général, fait le modeste. C'était vraiment glissant. En fait, il fallait rester tranquille, on ne pouvait pas attaquer. Deuxième de l'étape et deuxième au général, Luc Alphand, notre consultant ski, adore les longues courbes tout en glissade et dans la moyenne montagne portugaise. Il jouait sur son terrain, 25 secondes de retard seulement sur Sainz. Voilà qui en dit long sur les ambitions d'Alphand cette année. À mes yeux, je pense que ça roule sur un rythme qui est au-dessus d'un rythme Dakar. Mais une fois qu'il y aura des écarts conséquents, c'est-à-dire à la fin du Maroc, on va peut-être pouvoir... je sais pas, j'irai un peu plus, mais bon, on ne peut pas rouler comme on roule tous les jours là. Enfin les 2 jours là. Enfin, en tout cas pas 15 000 km ou pas 12 000 km. La bonne surprise des 2 premières étapes, c'est la compétitivité de Carlos Souza, le Portugais. 5e au général avec une Nissan encerclée par la meute des Volkswagen et Mitsubishi. La mauvaise surprise, c'est la 10e place de Peter Ancel. Il est à 6 minutes 47 de Sainz et cet écart, bien que minime, va le contraindre à forcer la cadence plutôt que prévu. Le Portugal ne m'aura pas vraiment souri parce que 2 spéciales et 2 crevaisons pour moi, donc pas mal de temps perdu au Portugal. Mais c'est pas grave, on arrive avec une voiture en parfait état pour prendre le bateau ce soir et j'espère que l'Afrique me sourira un peu plus. Les BMW d'Alatiga et Chichrit tiennent dignement leur rôle d'outsider, 8e et 9e au général. Déception pour les Buggy Schlesser, 15e et 16e, mais la course est longue et elle s'annonce vraiment animée. Voilà pour le résumé auto, avec peut-être déjà une entrée en matière qui est quand même assez importante, parce que c'était pas des étapes de prologue, là, on était vraiment dans le vif du sujet au Portugal. Oui, la différence avec les autres années, c'est qu'on partait directement dans des spéciales sélectives. Et c'est vrai que les 2 spéciales qu'on aura fait là au Portugal auraient été, à mon avis, de haut niveau. Alors Bruno, on s'attend beaucoup à une sorte de ping-pong show entre vous, c'est-à-dire Volkswagen et Mitsubishi. C'est quelque chose que vous avez en tête, j'imagine, au moment du départ quasiment. Oui, il ne faut pas oublier les autres. On a vu aussi qu'il y avait des performances de la part des Nissan, de Schlesser, des BM. Donc c'est très ouvert cette année. Un rallye très passionnant. Mais pour nous, c'est sûr que avec Volkswagen, d'être là seulement depuis 2 ans, de pouvoir revenir à un niveau comme ça aussi rapidement, de pouvoir lutter avec les leaders que sont Mitsubishi, c'est une grande satisfaction. Maintenant, on va voir sur l'Afrique si on est réellement à leur niveau. Mais déjà, ce qu'on a pu faire cette année, enfin la saison 2005, a été encourageante. Volkswagen, je pense, a bien sa place dans cette discipline maintenant. Alors pour l'instant, vous êtes devant, c'est vrai que les choses sérieuses vont commencer demain. Ça veut dire également qu'on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus intéressant au point de vue navigation maintenant cette année. Oui, je crois que les organisateurs ont fait le maximum pour relancer la course de temps en temps avec un système de navigation assez complexe, c'est-à-dire avec beaucoup moins de points GPS. Je crois que ça va relever l'intérêt, il y aura des rebondissements et c'est tant mieux pour la discipline et en tout cas pour la compétition. Et ça rendra certainement cette course tout à fait passionnante. Merci Bruno, vous allez devoir repartir et nous on va s'intéresser maintenant au résumé moto avec Martial Fernandez. Il avait raté son coup hier pour 4 secondes seulement. Aujourd'hui, Ruben Faria est bien le plus rapide. Heureux Portugais qui s'impose dans son pays, mais ne décroche pas la première place du classement général. Faria récolte en effet 12 minutes de pénalité pour un retard à un contrôle horaire. C'est donc un Espagnol, Esteve Pujol, qui après 2 spéciales portugaises devient leader d'un classement très provisoire.
Je pense que le plus important, c'est de s'amuser. Ces premières étapes au Portugal servent à prendre le rythme, à s'adapter aux changements de réglementation, avec la limitation de vitesse et les radars. La vraie course, elle va commencer demain. Là-dessus, les motards sont d'accord. Cyril Després attend lui aussi les pistes marocaines. Le tenant du titre n'a pour l'instant rien à prouver, juste à assurer pour éviter toute embûche. J'étais assez prudent, la route est encore longue et donc il fallait pour moi en tout cas essayer de continuer à prendre ces bonnes sensations. J'ai réussi et je suis plutôt content. Pour le moment, les écarts sont encore faibles. 4 pilotes se tiennent en moins d'1 minute. Le premier français David Casteux est 4e à 47 secondes d'STV Pujol. Voilà pour les motos dont on a beaucoup parlé. On est avec David Frétinier, on en a beaucoup parlé pour des questions de sécurité. On se souvient des 2 drames qui avaient marqué l'édition précédente du Dakar. Cette année, il y a eu des limitations concernant la vitesse et concernant le carburant embarqué. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que motard, de cette nouvelle réglementation? Ça, c'est vraiment un plus parce que je crois qu'aujourd'hui, les motos sont plus légères, donc un peu plus facile à piloter, c'est moins fatigant. Donc je pense que sur la longueur, c'est vraiment une très bonne chose. Le fait de réduire un petit peu la vitesse aussi, parce que c'est vrai qu'on était parti sur des motos très puissantes et qui devenaient un peu difficiles à piloter, et surtout sur la longueur du rallye, parce qu'on s'aperçoit que le rallye est vraiment très long, on cumule de la fatigue, donc c'est pas évident. Donc il faut vraiment essayer de travailler dans ce sens, et je crois que cette année c'est le cas. Alors un rappel pour dire que donc la vitesse est limitée à 160 km/h et que l'autonomie des motos est maintenant de 250 km, donc un peu moins de carburant embarqué pour un peu plus de sécurité. En ce qui vous concerne, vous, pour vous protéger, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce que vous avez renforcé ce domaine-là? Ouais, tout à fait. La chose la plus importante, c'est que maintenant on roule avec des protections de cervicales, hein, ce qui va éviter le coup du lapin. Ça, c'est vraiment très important. Moi j'ai une combinaison complète avec des protections au niveau du coude, des épaules et surtout du dos. Donc ça, c'est vraiment très important. Petite protection GPS, des gants bien renforcés avec du carbone pour aussi avoir beaucoup de protection. Je crois que c'est vraiment très important. Mais voilà, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai qu'après on est un petit peu encombré, donc il faut trouver le juste milieu. Merci David, on vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses pour la course et pour le reste de l'année. On va revenir sur l'étape d'hier qui était une vraie étape aussi pour la première. C'était pas un prologue avec 83 km de spécial. On revoit les moments forts de ce qui s'est passé hier. Premier abandon, c'était hier. Frank Weissner a chuté dans la spéciale, si lourdement qu'il ne se rappelle de rien. Bilan, une fracture au bras droit, un genou abîmé. Frank n'aura couru que 80 km. Premier remorquage, jusque-là rien de sensationnel. Il y a le camion, il y a la sangle et il y a la voiture. Mais attention, c'est maintenant qu'on innove. 2 pour le prix d'une, la 482 et la 483 des Chinois Chen Ho et Luo Ding sont arrivés en retard, mais elles courent toujours. Beaucoup de boue sur les pistes portugaises au point que les stations de lavage ont fait leur chiffre d'affaires de l'année dès le 1er janvier. En action, Robbie Gordon qui ne laisse l'honneur de laver son beau humeur à personne. Pas toujours facile le boulot de pilote. J'ai la pompe à eau qui est bouchée là, donc il n'y a plus d'eau dans le circuit, donc j'ai fonctionné avec le moteur sans eau, donc c'est pas très bon quand on sort de 130 km de course. Voilà. Alors Stéphane Clerc s'est transformé bien malgré lui en mécano. Heureusement, l'organisation a autorisé les motos à voyager sur une remorque ou dans un camion. Jusque Malaga, ça fait toujours 400 km en moins. Dernier préparatif donc avant de quitter l'Europe pour les concurrents du Dakar qui vont traverser la Méditerranée en partant de Malaga pour se retrouver en Afrique pour la première spéciale qui aura lieu demain au Maroc entre Nador et Rachidia. 314 km de spéciale, les choses très sérieuses vont commencer. Ça va également commencer pour nous, pour France Télévisions, avec toutes les émissions que nous allons vous proposer à partir de demain, à commencer à 18h05 par Saga Dakar avec Patrick Montel qui vous présentera et l'Afrique et bien sûr la course. Même heure, même endroit pour le journal du Dakar avec tout le sport à 20h10 sur France 3. Et puis Bivouac en troisième partie de soirée sur France 2 avec Christian Choupin. Et sachez que Saga Dakar et Bivouac seront de nouveau diffusés mardi sur France 4 à partir de 12h15. Commencez bien l'année, merci de nous suivre et de nous retrouver pendant cette quinzaine de jours sur la route du Dakar. Bonne soirée. À tous mes amis de France Télévisions, une bonne année. Plein de bonne santé. Je vous souhaite une bonne année à tous les téléspectateurs de France Télévisions. Bonne année à tous les sportifs. Non, à toute la France.
C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1980. J'ai ouvert la piste, les autres me laissent. C'est sûr que je n'ai pas gagné l'étape. Le vainqueur du jour, il vient de loin, très loin. L'Australien Andy Caldecott, nouveau venu dans le cercle très fermé des pilotes d'usine, est un client pour la gagne. Aucune erreur, il grignote ainsi 3 minutes et des poussières à Cyril Després. Le Dakar s'internationalise, la preuve ici avec ce jeune américain Andy Grider. Première participation, deuxième à 3 minutes 4 secondes de Caldecott. Un pilote à suivre pour les jours à venir. Les histoires du soir et déjà désespoir pour certains. C'est vrai que c'est dur de devoir abandonner ou de connaître de gros soucis dès la première étape africaine. Malheureusement, c'est arrivé à certains. Pierre-Henri Bondet nous raconte tout cela. 204 km et puis s'en va. Le buggy de Pascal Larocque et Pascal Thomas tournent le dos à la piste. Une violente sortie de route. Des corps froissés, l'orgueil aussi, comme les ambitions et l'espoir de continuer. On est dans la poussière depuis le départ, on fait très attention, on est plutôt très prudent. On double pas, mais là ça faisait 30, 40 ou 50 km, j'étais derrière un buggy et la piste était large, je pensais que je pouvais monter dans la poussière. Et quand on s'est écarté de la poussière, il y avait un petit pont qu'on n'a pas vu, on est passé à côté du pont. Pour les deux hommes, la sanction est immédiate. Bon, alors, vous faites un devis tout de suite ou on la met à la casse? Avec rétrospectivement une belle peur. Leur histoire aurait pu en effet se terminer beaucoup plus mal. Première étape en Afrique et première galère aussi pour l'équipage d'un des camions favoris, le Tatra, piloté par le Brésilien André de Azevedo. Je ne pouvais rouler qu'en 6e ou en 5e. Les autres vitesses, les vitesses lentes, étaient inutilisables. Je suis arrivé trop vite dans l'oued et j'ai heurté un rocher et détruit un pneu. Le temps de changer ce pneu et l'équipage filait sur Air Rachidia. Une péripétie en plus, quelques minutes de perdu, une journée somme toute ordinaire sur le Dakar. Ouais, une journée ordinaire, mais on peut penser aussi que toutes les journées sont extraordinaires sur cette épreuve qui est vraiment tout à fait particulière. Demain, on continuera à peu près dans le même style d'étape, assez rapide, assez cassante. On quittera Rachidia pour aller vers Ouarzazate. Une distance à peu près équivalente en ce qui concerne la spéciale, environ 386 km de spéciale. Il reste évidemment encore beaucoup de choses qui peuvent se passer sur ce Dakar. On sera là pour vous les faire vivre du mieux possible. Les rendez-vous, eh bien, vous n'oubliez pas qu'il y a Bivouac sur France 2 ce soir avec Christian Choupin qui va aller se balader dans le bivouac où nous sommes actuellement en direct pour aller recueillir quelques confidences de certains qui ont brillé notamment aujourd'hui avec Jean-Louis Schlesser, ça sera le cas. Et on se retrouve donc demain ici avec grand plaisir à 20h10. Passez une bonne soirée sur France 3. Avec Total, partenaire depuis 1992. Une bâche sur la voiture d'Hiroshi Masuoka. Le japonais est parti en tonneau, la structure de sa voiture est déformée. Masuoka ne devrait pas repartir. Mitsubishi est vraiment le grand perdant du jour. Bonsoir. Les Espagnols ont pris le pouvoir sur ce Dakar. On vous expliquera dans un instant avec Christian Choupin pourquoi et comment. Mais pour l'instant, place à tout le sport. On va prendre des nouvelles des Français en tennis. Ça se passe à Doha. Et nous allons suivre tout cela avec Jean-Philippe Guillain et Thierry Adam. Plus que 2 Français en lice à Doha. Malgré ce très beau point, le plus joli de la rencontre, Sébastien Grosjean, en haut de l'écran, s'est incliné cet après-midi face au Marocain Younes El Ainaoui, 6-4, 6-4. El Ainaoui, 34 ans, revient à la compétition après plus d'1 an et demi d'interruption. Au deuxième tour, il ne reste donc que Gaël Monfils, tête de série numéro 7, vainqueur hier soir du Tchèque Zib, 7-5, 6-4, et Fabrice Santoro, qui a battu l'Autrichien Marak, 2 manches à 1. Mauvaise nouvelle, Santoro devra croiser la route du Suisse Federer au deuxième tour. Le numéro 1 mondial, facile vainqueur du Tchèque Minard, 6-1, 6-3. À Ruppolding en Allemagne, la 5e étape de la Coupe du Monde de combiné nordique a été remportée par l'Autrichien Félix Gottwald.
Le Finlandais Hannu Manninen reste largement en tête de la Coupe du Monde. Le Français, né aux USA, Jason Lamy-Chapuis, auteur ce matin d'un très bon saut à ski. Il avait fini 5e, avait les jambes lourdes cet après-midi. Il a un peu craqué sur les 7 km 500 du ski de fond, mais termine néanmoins 14e du classement final et confirme qu'il est l'une des révélations de l'année. Le Finlandais Janne Ahonen a remporté les qualifications de la 3e épreuve de la tournée des 4 tremplins à Innsbruck en Autriche. Avec un saut à 131,50 m, il devance le Polonais Stock et le Japonais Ito. Un seul Français qualifié, Emmanuel Chedal. Warzasa, terme de la 4e étape. Je vous le disais, donc les Espagnols ont frappé fort puisque Marc Coma en moto a pris le commandement et que Carlos Sainz en auto est devant au classement général, devant l'Armada Volkswagen chez qui nous sommes ce soir. Voyez ce qui s'est passé en images tout de suite avec les résumés auto et moto. De face, la Mitsubishi de Masuoka ressemble à une Mitsu. Vue de derrière, c'est moins évident. Après le passage des dunes de Merzouga, le japonais, une fois vainqueur de l'épreuve, avance du mieux qu'il peut avec une corde folle accrochée à l'arrière. Masuoka et Memon sont partis en tonneau. Le choc a été violent, la structure de la voiture a été touchée. Une erreur d'annonce reconnue de façon élégante par le copilote. On reprenait de la vitesse, c'était un danger de 3, une traversée de goudron et j'ai annoncé trop tard. Voilà, c'est entièrement de ma faute, Hiroshi y est pour rien. Une des grosses bagarres de la journée, Stéphane Peterencel à l'assaut du buggy de Jean-Louis Schlesser. La Mitsu prend le dessus, mais Peterencel commet ensuite une erreur de navigation qui va énormément le pénaliser. Ce n'était pas le jour des Mitsubishi. Monsieur 75%, troisième victoire en 4 spéciales pour Carlos Sainz. Première victoire africaine pour l'Espagnol qui reprend du même coup le commandement du classement général. Pas de problème, beaucoup de poussière, mucho polvo. La poussière, le sable, une grosse baston qui a été quasi fatale à Robbie Gordon. Son gros Hummer est fragile, la transmission a cédé, l'Américain est KO. Les grands vainqueurs sont donc les hommes et les femmes en bleu. Sainz précède Bruno Sabi de 4 minutes 51 au général. Et Jutta Kleinschmidt est elle aussi dans le coup puisqu'elle occupe la 3e place. Jutta qui a même le temps au passage de vous saluer. Kilomètre 300 au milieu de nulle part, un motard local roule au gré des pistes vers une destination inconnue avec un chèche en guise de casque. Un signe, peut-être veut-il nous signaler la présence de motards trop rapides à son goût. Face au soleil, dans la poussière, la visibilité est quasi nulle. Pourtant, contre Mère Nature, Isidré Esteve Pujol, parti seulement 20e, attaque, remporte la spéciale, peu importe les risques. Sacré coup de poker. Et après de Merzouga, j'ai attaqué, oui, parce que besoin de remonter, non? La course a commencé hier, on va voir à la fin. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour attaquer. Dans ces basques, un autre Espagnol fait un stratège. Marc Coma est ce soir en tête du général avec 4 minutes 51 secondes d'avance. Il a trouvé en Pujol un excellent lièvre qu'il ne fallait pas lâcher. Au ravitaillement essence, j'ai vu Isidré en train de me rejoindre. J'ai essayé alors d'imprimer le rythme, mais c'était difficile d'être devant, d'ouvrir la piste, d'aller vite, sans commettre d'erreur. Les dunes de Merzouga, le premier bac à sable, le premier erg à franchir. Tout au long des 639 km, on peut noter aussi la présence des premiers dromadaires. Dans cette atmosphère idyllique, Cyril Després est parmi les hommes de tête. Il ne sent pas la menace de ses adversaires derrière. Notre pilote perd 6 minutes 50 secondes. Ceci dit, malgré ce faux rythme, Cyril Després ne prend aucun risque. À long terme, cette stratégie peut s'avérer payante. Voilà, on est carrément dans la Touareg de Bruno Sabi qui gentiment nous a accueillis alors qu'il réglait les derniers détails avant d'attaquer la spéciale de demain qui ressemblera un peu à celle d'aujourd'hui, 380 km de spéciale. Bruno, donc bon courage demain pour continuer sur le même rythme. On va vous suivre de très près parce que les voitures bleues en ce moment font un festival. Les autres moments forts de cette étape, eh bien, nous allons les vivre avec Pierre-Henri Brandet et tout de suite. Usante, cassante, épuisante, cette deuxième grande étape africaine va laisser des traces. Les organismes aujourd'hui, comme l'on dit, ont morflé. Pour certains, aucune autre issue que d'abandonner.
Cela a été le cas, ici, pour Jean Godefroy de France. Elle n'a ni chuté ni renoncé. Ludivine Puy, jolie jeune femme de 22 ans, deuxième Dakar et beaucoup de tempérament. Mais son cœur n'est plus à prendre. Elle s'attendait à recevoir pour Noël un autoradio. Son compagnon lui a offert une bague de fiançailles. Je vais faire un petit bisou à mon chéri. On s'est fiancés avant de partir sur le Dakar. Heureusement d'ailleurs, parce que je crois qu'il m'aurait jamais laissé partir. Donc voilà, donc je fais un petit bisou à tout le monde. Je pense très fort à vous. Arrêtez de m'appeler parce que ça coûte une fortune, non, je rigole. Voilà, reste en haut, descends pas trop, on va avoir du mal à remonter. Voilà. Voici deux autres filles. Corentine Quignou, à droite, et Florence, la femme d'Yvan Bourgnon, le marin. Florence, qui s'est prise de passion pour le Dakar il y a 2 ans. J'avais été jusqu'au bout, je ne sais pas comment, en étant là tous les soirs. Un peu limite dans les temps, mais quand même là tous les soirs. Et à l'arrivée du Dakar, l'année dernière, il y a 2 ans, je m'étais dit, maintenant je sais ce que c'est un Dakar, et maintenant, oui, j'ai envie de le faire, et je veux repartir, je veux repartir, donnez-moi une voiture. Enfin, roue dans l'axe, À 23 ans, Corentine Quignou subit, elle, son baptême du feu sur ce Dakar. Roue droite, sors de roue droite. Corentine, s'il te plaît, roue droite, n'essaye pas de remonter comme ça, d'accord? Quand tu m'écoutes, là, quand tu tombes comme ça, tu fais comme lui. Tu remontes un maximum tout droit. Tu vois? Si tu tournes tes roues, t'es mort. Dur apprentissage, mais un vœu en ce début d'année. Surtout arriver à Dakar, première chose. On parle des femmes sur le Dakar, et bien nous sommes devant la voiture de Jutta Kleinschmidt. Actuellement, les techniciens de Volkswagen sont en train de la remettre à neuf. Demain, je vous le disais, donc encore une étape qui sera assez rapide, sans doute, pour aller vers Tantan. Ça sera la dernière étape marocaine, avec plus de 350 km de spécial. Et donc, ensuite, nous passerons en Mauritanie. Ce soir, Bivouac vous attend, hein, vous le savez, en troisième partie de programme sur France 2. Et puis demain, il y aura Saga Dakar à partir de 18h05. Et un petit avant-goût de ce que vous verrez avec Philippe Lafont, qui était dans les dunes du côté de Merzouga et qui a vu pas mal de choses assez passionnantes, et notamment qui s'est rendu compte qu'il y avait un embouteillage monstre dans les dunes. Alors comment sont-ils sortis? Comment tout ce petit monde a-t-il pu bien regagner le bivouac? Vous le saurez demain à partir de 18h05. Ça sera donc dans Saga Dakar avec Patrick Montel. Vous aurez bien sûr tous les reportages sur l'Afrique, mais également les premiers résultats de l'étape de demain. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie. Vous connaissez nos rendez-vous habituels maintenant. 18h05 Saga Dakar sur France 2, 20h10 sur France 3 le journal du Dakar et tout le sport. Bivouac en troisième partie de programme. Et puis si vous avez France 4, vous savez que le lendemain, bien, on rediffuse à 12h15 et bien, et Saga et Bivouac. Bonne soirée sur France 3 et à demain. Le fèche-fèche est passé un petit peu partout. Le classement général n'a pas été perturbé. Coma est toujours devant. Després revient. Pour ce qui est des autos, et bien Carlos Sainz est toujours devant. On va donc faire le point sur le résumé auto et moto. On va commencer avec les motos avec Jean-François Carcaert. Des cigognes qui s'envolent en plein désert, c'est rare. Després qui décollent sur le même terrain, c'est moins surprenant. Le tenant du titre a choisi de prendre un peu de risque et ça a payé. Il gagne la spéciale et prend la deuxième place au général. La bataille a vraiment commencé. Le principal, c'est d'avoir vraiment bien pris le rythme aujourd'hui. Je pense que la sélection naturelle s'est faite aussi avec quelques pilotes et c'est une réelle sélection naturelle, quoi. Donc on le sait maintenant, ils sont 3 à pouvoir gagner le Dakar. Le battu du jour parmi eux, c'est STV, le coéquipier rival. On ne sait pas vraiment, de Després a roulé sans frein arrière pendant 180 km. Réparation de fortune à l'essence moto, mais pas moyen de creuser l'écart. Troisième archi favori, Marc Coma. Aujourd'hui, la piste n'était pas propice aux grandes folies. Il a donc été raisonnable. Deuxième de l'étape, premier au général, mais il n'a plus qu'1 minute 25 d'avance sur Després.
Després, Esteve, Coma, derrière ce trio impérial, les autres subissent la cadence. Et cette cadence est encore plus dure à suivre quand la mécanique vous lâche. On rentre de plus en plus vite dans les trous et on roule de plus en plus vite dans les cailloux. Et résultat, j'ai toute la navigation qui est partie en sucette. Alors, ravitaillement essence, j'ai réussi à resserrer, mais là j'ai eu un peu mal au ventre les 100 derniers kilomètres. Là, je voyais le truc qui fait monter en l'air comme ça. Et je voulais pas que Andy, qu'elle décote, me rattrape. L'Australien a bien failli rattraper David Casteux, mais il a manqué un point de passage masqué et néanmoins obligatoire. La sanction est prévue et connue, ce sera 2 heures de pénalité. Je ne suis pas très habitué au GPS et aujourd'hui on s'est beaucoup servi du roadbook. Et puisque c'était très roadbook, mais j'ai pas assez regardé le GPS. 819 km en tout aujourd'hui, c'est très long. Tous les motards en ont bavé, même les meilleurs. Il y en a qui font des cures de boue, moi j'ai fait une cure de poussière. Là. Tout le début, depuis pas mal de kilomètres, je roule dans la poussière, mais bon, je fais attention. Mais il y en a un. La poussière omniprésente, dangereuse, obsédante. La poussière qui complique la tâche de tout le monde au moment des dépassements. C'est un miracle qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu plus d'accidents comme celui qu'a vécu Jean-Louis Schlesser. En passant un motard, il s'est rabattu derrière nous, nous a touchés, il est tombé, on a fait demi-tour, puis on a déclenché sa balise, on a arrêté un autre motard. Carlos Sainz a sans doute raté une 4e victoire d'étape à cause d'une crevaison. Le leader est alors dépassé par ses rivaux. Le bel Espagnol devient un clown blanc, dépité et couvert de poussière à l'arrivée. Carlos, quand on sort de la voiture, on se rend compte qu'il y avait de la poussière. Hein. Un peu, oui. Carlos qui conserve tout de même ce soir sa première place au général et qui a compris l'avertissement lancé par Peter Hansel. Hier, le Français était vexé d'avoir commis une erreur de navigation. Alors avant de rentrer sur son terrain, la Mauritanie, Peter s'est offert sa première victoire en spécial. Je suis assez content quand même de sortir du Maroc et d'arriver dans les grands espaces où on aura plus de largeur de piste, plus de possibilités de doubler et puis aussi peut-être plus de navigation. Donc voilà, on sort du Maroc, on n'est pas très bien placé, mais c'est pas la catastrophe. Stéphane est 10e au général à 9 minutes 25 et du coup le mieux placé des Mitsu c'est Luc Alphon, 3e, qui a fait exactement au millième de seconde près le même temps que De Villiers, Volkswagen et Mitsu dos à dos avant la Mauritanie. Un petit coup d'œil sur les gros maintenant, les Kamaz sont devant et notamment le numéro 508, celui du russe Chagin, qui possède déjà plus d'1h30 d'avance sur son second. Si vous aimez les secousses, genre Saga Africa, c'est là que ça se passe. Voilà, ça secouait beaucoup pour les camions, ça secouait aussi sur les motos. On est en train d'installer le roadbook pour certains, puis même de le préparer pour d'autres, comme pour Philippe Godet, le numéro 59, 60e au général et qui a mangé beaucoup de poussière aussi aujourd'hui, Philippe. Et oui, on a mangé énormément de poussière. On est parti ce matin avec une brume sur une hauteur d'1 mètre et on était regroupés, on est parti les 60 premières motos et c'était horrible, on n'avait aucune visibilité. Et c'était très dangereux, ça cassait pas mal et pas mal de pierres. Et là vous êtes en train de préparer le roadbook pour demain. Donc pour rendre hommage encore aux motards, on va commencer les brèves de la journée de Pierre-Henri Brandet avec justement des gueules de motards. C'est assez long quand même, c'est piégeux, poussière à volonté. Tout ce qu'il faut pour se rapprocher rapidement du sol. Sa monture est à terre, mais l'anglais Colin Askey ne se décourage pas. Kilomètre 229, ou comment se retrousser les manches, ou plutôt comment les couper, histoire de réparer sa moto. J'ai heurté un rocher que je n'avais pas vu, j'ai brisé mon carter d'huile. Là, il faut absolument que je répare. Oui, je dois rentrer. Oui, je dois vraiment rentrer. Aux dernières nouvelles, Colin n'a pas encore rallié le bivouac.
S'il avait croisé le Britannique en perdition, le Marseillais Luc Pagnon se serait arrêté. Luc, c'est l'esprit Dakar, solidarité avant tout. Le numéro 13 n'est pas un casse-cou, il sait se préserver. L'étagier, il est partout, il est costard. Et des journées comme aujourd'hui, sincèrement, je préfère suivre les tasses, rester dans les traces et dans tous les cas, regarder constamment la piste. 300 mètres. Le danger vient souvent lors des dépassements. Lorsqu'un concurrent veut doubler, s'il klaxonne, celui qui le précède reçoit alors un signal. C'est le système Sentinelle. Il y a quelqu'un derrière. Isabelle Pâtissier, elle naviguée par Thierry Delisotti. Faites attention aux motards. L'ancienne double championne du monde d'escalade a parfaitement réussi sa reconversion. C'est un peu la chance aussi dans une vie de pouvoir s'ouvrir de passion. La première étant l'escalade qui m'a tenu pendant 25 ans. Et maintenant le rallye ranch, c'est le bonheur pour conclure. Voilà, et donc demain, direction pour tout le monde la Mauritanie. Ce sera la 6e étape. Nous irons du côté de Zeurat et il y aura 444 km de spécial. Ça devient de plus en plus long, de plus en plus difficile. On le sait, la Mauritanie, c'est souvent là que ça se passe. C'est là où se font les gros écarts et les différences. On reviendra demain dans Saga Dakar justement sur ce qui s'est passé aujourd'hui et notamment cette poussière omniprésente. Philippe Lafont et Nathalie Gallet vous feront vivre le calvaire de certains dans cette poussière, dans ce sable qui a vraiment recouvert toute la piste de tous les concurrents. N'oubliez pas bivouac ce soir et puis il reste encore 5184 km à parcourir avant Dakar, donc il y a encore pas mal d'histoires et d'aventures à raconter. Merci, bonne soirée et à demain. Partenaire depuis 1992. La douleur d'un motard, Cyril Després a chuté lourdement. Il a roulé 180 km avec l'épaule luxée. Il a décidé tout de même de repartir demain. Il sera notre invité dans un instant. Bonsoir à tous et bon appétit. Nous sommes en Mauritanie. Tout à l'heure, on développera donc l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le Dakar. Mais pour commencer, tout le sport. Pour vous dire que Gaël Monfils à Doha est en demi-finale et pour vous dire également que nous allons voir les buts de Ligue 1 avec Thierry Adam. 20e journée en Ligue 1. Malgré un froid glacial sur la France, Marseille a vécu un match très chaud. La température montant dès la 4e minute avec ce but du défenseur Habib Bey. Lens réduit à 10 juste avant la mi-temps après l'expulsion de son gardien Charlie Tange. Lens héroïque, les nordistes égalisent eux aussi sur corner par leur capitaine Hilton. 1-1 pour eux c'est bien, pas pour les Phocéens. Régagné pour Guy Lacombe face à son ancienne équipe Sochaux qui n'a plus gagné au parc depuis 1990 et ne fait illusion qu'une heure en égalisant après le but du Parisien Landrin par Seine. Mais très vite, Fabrice Pancrate redonne l'avantage aux siens et il revient au capitaine Paoletta d'assurer la victoire d'un Paris Mulhouse, relancé désormais deuxième en attendant ce soir au Auxerre Monaco. Tout ça loin bien sûr de Lyon intouchable. 21 buts hier et une seule victoire à l'extérieur, historique. Rennes l'attendait depuis 41 ans. Retour à Zeurat en direct avec Cyril Després qui a la gentillesse d'être avec nous. On va prendre bien sûr tout de suite de ses nouvelles. Mais avant Cyril, on va revoir ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui. C'était une journée galère. C'est Jean-François Carcaert qui nous raconte tout cela. Apparemment j'ai pris un petit coup de raquette dans une herbe à chameau. Et je suis passé par-dessus. Donc j'ai un petit peu mal à l'épaule quand même. Je galère un petit peu depuis 150 km. J'espère que c'est pas trop grave. Ça fait quoi comme douleur? Un peu comme une clavicule cassée. Cyril Després est tombé au kilomètre 273 de la spéciale, une faute d'inattention sûrement, mais les conséquences sont plus qu'ennuyeuses. Luxation de l'épaule gauche, pour la suite c'est mission impossible, ou presque. Coma, STV et De Gavardo se sont arrêtés pour s'inquiéter de la santé de Després, mais une fois rassurés, ils ne se sont pas gênés pour essayer de le distancer. Au courage, Després a tenu 183 km et n'a perdu que 8 minutes aujourd'hui. Il conserve pour l'instant sa deuxième place au général à 3 minutes 43 de Coma. Il est devant STV et De Gavardo qui a gagné l'étape. Au cas où Després lâche prise dans les jours qui viennent, David Frétinier est la meilleure chance française
Sa Yamaha 2 roues motrices est moins puissante que les KTM, mais plus efficace dans les dunes qui nous attendent. Frétinier a bien limité les dégâts aujourd'hui. Il n'a que 28 minutes de retard sur Coma. Je trouve le rythme petit à petit. C'est vrai que la course va être longue encore, donc il faut pas laisser trop de terrain, c'est sûr, mais il faut aussi que j'apprenne. Le mot du jour, c'est courage. Celui de Després, bien sûr, mais aussi celui des amateurs partis à 2 h cette nuit et qui sont encore sur la piste à la nuit tombée. C'est vrai que c'était une journée très très longue pour les motards puisqu'ils sont partis de l'étape précédente à minuit pour retrouver la spéciale. Alors donc ce courage dont parlait Jean-François Carquert, eh bien vous allez en être le symbole. Vous allez vraiment partir avec l'épaule luxée demain ? Pour l'instant, elle est remise en place. On a un staff médical dans notre team chez KTM, plus un super staff ici sur le bivouac. Donc, ils m'ont promis de faire des miracles. Donc, en tout cas, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, ce qui est terrible aussi, c'est que demain, c'est une étape très très dure, 500 km de spécial, et ça va beaucoup bouger. Beaucoup de dunes, ouais, beaucoup d'herbe à chameau. Je sais très bien ce qui m'attend demain, donc en tout cas je vais partir, je vais faire mon possible. S'il faut faire 10 km, je ferai 10 km et je rentrerai, mais bon, je pense que je vais serrer les dents en tout cas encore un petit peu. Et si vous insistez, c'est parce que vous êtes le tenant du titre ? Non, parce que j'aime la moto, parce que j'aime le rallye raid et je sais très bien qu'avec une blessure comme ça, c'est pas pour la gagne que je continue, mais bon, je sais pas, c'est un peu aussi l'école de la moto, l'école du courage peut-être, comme vous le disiez. Donc je sais pas, en tout cas je veux faire mon possible et essayer de repartir demain et on fera le bilan demain soir. En tout cas, c'était très gentil à vous d'être avec nous. Vous allez vous reposer, vous en avez bien besoin. Demain, on vous suivra. J'espère que ça ira et que vous n'aurez pas trop mal. On va voir ce qui s'est passé maintenant en auto. Il y a un changement de leader et on a vu aussi beaucoup les buggy. Aujourd'hui, on a vu du bleu et du bleu. Le bleu des Volkswagen Touareg et le bleu des buggy. Magnelli et Schlesser remportent cette spéciale ultra rapide. Schless jubile. Tout le monde attendait les grosses écuries et puis une petite équipe comme la nôtre. Bon, moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu de spectacle, c'est bien pour la course. Et puis nous on se régale. Il se régale même avec un essuie-glace coincé au milieu de son pare-brise et malgré une crevaison en fin de spécial. De Villiers prend aujourd'hui la tête du classement général sans avoir remporté d'étape. 3 Touareg sont devant et se tiennent en 34 petites secondes. Je pense que demain, il vaut mieux ne pas partir le premier pour l'étape la plus difficile. J'espère que ça ira comme aujourd'hui en ce qui me concerne et qu'on pourra garder la tête. Les Mitsu sont restées très discrètes pour cette première mauritanienne. Demain, on devrait voir de l'orange à l'attaque. Vous connaissez sans doute le train le plus long du monde, 2 km. Lui aussi est bleu, c'était la couleur du jour. Comme les dromadaires, les scarabées sont plutôt à l'aise sur le sable mauritanien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Kilomètre 229 de cette longue étape, un cordon de dunes a priori sans difficulté. Ce scarabée n'avait jamais eu autant d'intrus sur son territoire. Les motards n'ont pas été les seuls à s'attarder chez lui. Un moment d'inattention du pilote et voilà le Toyota des Belges Koen Wouters et Tom Deleheux posés sur cette dune. Ben oui, j'étais pas concentré, je suis à la lessive. Non, pas la voiture, c'est moi. Ah oui, il faut mettre les plaques, sinon il n'y a pas de grippe pour les pneus. Pour le reste, voir s'il n'y a pas de sable en dessous de la voiture. Normalement, ça doit passer. Ouais. Il n'était pas concentré et ça arrive. Hein. Sur le top de 400 km, c'est normal. On va rattraper ça. Ce soir, notre ami a retrouvé toute sa tranquillité. Nos deux compères, pas fâchés, ont eux rallié l'arrivée.
Voilà, au bivouac, c'est l'heure du repas, mais aussi du massage. Il faut se préparer pour l'étape qui nous attend demain, qui va être terrible, puisque nous irons vers Attard avec 500 km de spécial dans un terrain particulièrement difficile et avec beaucoup d'orientation au programme. Voilà, c'était le journal du Dakar depuis la Mauritanie. On vous souhaite une très belle soirée. On vous retrouve demain avec très grand plaisir. Bonne soirée. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. On a eu droit à un formidable show Mitsubishi. Peter Hansel gagne la spéciale. Alphand prend la tête du général en moto. Cyril Després a serré les dents et terminé l'étape. Bonsoir, comme prévu, la spéciale d'Attard a été terrible. On en parle dans un instant avec Luc Alphand qui sera notre invité. Luc Alphand, donc leader du classement général, va commencer avec tout le sport pour vous donner cette information de foot. Patrice Evra va quitter Monaco pour aller à Manchester United, mais on va commencer avec David Mallarme et Daniel Leclerc par du tennis. Gaël Monfils est en finale du tournoi de Doha. Donc à Attard pour ce journal du Dakar avec le leader du classement général, Luc Alphand. On est très fiers parce que c'est notre consultant et c'est une première pour vous, Luc. Oui, super, une première fois et je suis heureux et pourvu que ça dure. Alors on le disait, ça a été une étape très dure sur le plan physique. Avec les images, vous allez comprendre pourquoi. Terrible étape sur le plan physique et sur le plan tactique. Carlos Sainz fait ses gammes et s'en sable. Ensuite, il casse sa direction assistée. Les mains se tapissent d'ampoule. L'Espagnol perd aujourd'hui 34 minutes. C'est dur pour les leaders de Volkswagen de tenir le rythme. Sabi a un problème d'injecteur. De Villiers se perd. Seul Jutta Kleinschmidt réussit malgré 3 crevaisons à ne pas être trop distancé. Schlesser termine à 1h14. Les grands vainqueurs du jour sont les Mitsu Boys. Stéphane Peter Hansel, malgré un tankage et une crevaison, l'emporte. Luc Alphand a tout fait pour rester au plus près. Un vrai défi physique. Au moment d'enlever le casque et le protège-dents, le visage est très marqué. Voilà, on retrouve Luc qui a un peu meilleure mine tout de même, mais parce qu'on le disait physiquement c'était très dur et je crois que le dos et les cervicales en ont pris un coup aujourd'hui. Ouais, surtout nous on a eu 2 gros chocs où on a laissé quand même pas mal dans des impacts. Il a fait chaud, c'était long et c'est surtout qu'il faut se battre et pour garder un rythme il faut toujours essayer d'en remettre et c'est vraiment c'était dur aujourd'hui. Alors on attendait justement quelque chose de la part de Mitsubishi, ça a été le cas mais le break n'est pas complètement fait encore. Non, il y en a qui résistent, c'est dommage, on s'est planté à la fin avec Stéphane pratiquement au même endroit sur un air qui paraissait le plus facile sur le papier et assez plat mais finalement on a laissé 10 minutes aussi là. C'est dommage, on aurait pu prendre un peu d'avance mais c'est une belle réaction, on a bien travaillé, on était pratiquement sûr que sur la fiabilité on peut tenir un bon rythme et c'est vraiment la vraie première étape africaine qui fait des écarts et qui fait un petit peu de dégâts. Et avec Peter ça va se passer comment maintenant? Parce qu'il va partir devant vous puisqu'il a gagné la spéciale, alors vous allez le suivre, essayer de le suivre pour assurer au général? C'est-à-dire que quand il est juste devant, j'arrive à me battre pour m'accrocher mais demain il va partir 2 minutes devant donc à moi de rouler vite au début pour essayer de le reprendre. Mais je le connais donc demain il va essayer de partir pour essayer de me lâcher donc voilà. Alors, vous vous souvenez ce que vous a dit Daniel Bilayan au Portugal, roule pas trop vite Luc parce qu'on a besoin de toi pour les Jeux Olympiques. Mais... Dans 15 jours, mais je serai là, vous inquiétez pas. Bon, vous restez avec nous parce qu'on va quand même jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé notamment en moto. C'est avec Christian Choupin qui va nous raconter que Marc Comin a couru aujourd'hui très intelligemment pour creuser l'écart. La spéciale 500 km, une interrogation, quel est donc l'état de forme de Cyril Després souffrant depuis la veille de son épaule luxée? Il y a des jours dans la vie d'un motard qui sont un peu plus durs que d'autres. Des fois c'est les amateurs, des fois c'est les professionnels et aujourd'hui c'est à moi de serrer les dents. Ouais. Ce matin, départ inversé, pagaille chez les amateurs pour obtenir le carton de pointage. Il y a de l'électricité dans l'air. La journée s'annonce difficile pour Després. Il pilote en souplesse, amortit les aspérités, les chocs. Comparaison avec Marc Coma, plus incisif, plus directif avec sa KTM 260 kg dans l'herbe à chameau.
L'Espagnol navigue au cap, à merveille. Après 250 km de course, il roule en solitaire. Résultat, la première place au général avec 3 minutes 40 secondes d'avance, mission accomplie. Mine de rien, Carlo de Gavardo fait son bonhomme de chemin. Deuxième victoire consécutive de spécial, un sans faute du Chilien qui s'est contenté de suivre le bon wagon. Cyril, lui, vit une épreuve de longue haleine dans les dunes au kilomètre 300, épaulé, excusez-moi du terme, par son porteur d'eau Michel Gault. Constat, il est à 32 minutes de coma au général. L'épaule est douloureuse, mais le moral est au beau fixe. Le jour où j'y crois plus, je rentre à la maison, mais pour l'instant, je peux pas, je veux dire, c'est pas, j'ai pas la jambe cassée, quoi, donc c'est pas évident, mais non, c'est bon. Priorité, rester sur ses deux roues, sinon c'est la correction. Partie de jambes en l'air pour David Casteux, frayeur, mais pas de malheur. Première journée de sable intégral pour les motards. Le début du rallye les a fatigués. Zouerat Attar va les épuiser. Tirer sur les bras sans cesse, tomber souvent et relever la moto à chaque fois. Et quand la mécanique défaille, il n'y a plus de stratégie. Il ne reste que la philosophie. Prendre son temps, surtout lorsqu'on est seul, sans pouvoir espérer une aide quelconque. Que ce soit le maillon faible. Ouais, bah maintenant, de toute façon, le temps de réparer, de repartir tranquille. Il y a la trace avec les voitures. On va se concentrer sur le pilotage. Plus besoin de faire de navigation. Bon d'accord, involontairement, nous avons surpris Michel Nanga et il en est tombé. Mais c'est tant mieux, parce que Mamles Diallo, en panne, dans le trou d'à côté, se croyait perdu. Les deux amis ont un plan bien rodé. Quand l'un roule devant, l'autre y va piano derrière. Michel, qui n'aurait jamais vu Mamles sans notre maladresse, a donc fourni le précieux attache rapide de chaîne, sans lequel le Dakar était fini pour Mamles. Il faut qu'on enlève ça. C'est ça le charme du Dakar, hein. C'est l'aventure humaine. C'est là qu'on connaît les valeurs humaines. Bon, il y en a qui te regardent, qui partent. Ils ont peur, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais il y en a tu vois, qui s'arrêtent tout de suite parce qu'ils voient que tu es en galère. Ils sont là, ils sont prêts à t'aider. Tu vois, en Libye, c'est que du sable. La Mauritanie, c'est des dunes, c'est des falaises, c'est des endroits comme on est là en ce moment, là, avec la falaise, les arbres, les campements, les troupeaux, etc. C'est du rocher aussi. Alors, ouvrez les yeux et naviguez sur cette mer de sable. La Mauritanie, un océan de dunes qui risque de faire bien des naufragés. Voilà les flashs qui étaient signés Jean-François Kerkert et Pierre-Henri Brand. Et après-demain, ça sera la journée de repos qui fera du bien à tout le monde. Mais demain, Luc, il y a encore 500 km de spécial qui vont ressembler un petit peu à ce qu'on a vu aujourd'hui en grande partie. Mais ça va aller encore peut-être plus vite, ça va être terrible. Bah, c'est-à-dire qu'on va essayer de continuer sur ce rythme-là. C'est vrai que, mais je pense une étape un tout petit peu plus simple. Les 250 derniers kilomètres sont plus roulants, l'arrivée sur Nouakchott. Mais le début, c'est l'enfer parce que c'est beaucoup de sable et c'est des rochers qui sont planqués dans le sable. Donc il y en a plein qui nous attendent demain. Et avec un erg à Bounaga à passer qui est aussi copieux. Donc je pense qu'au kilomètre 250, après on pourra respirer un peu, mais encore un gros morceau demain. Bon, donc demain, il faut être en forme, ne vous couchez pas trop tard. Il y aura la journée de repos, ça fera du bien, Luc. Et puis demain, on verra également dans Saga Dakar ce qui s'est passé aujourd'hui pour le numéro 88. C'est un motard belge, Ennio Cucuracci, qui s'est cassé l'épaule et qui est resté malgré tout dans la spéciale. Donc Philippe Lafont et Nathalie Gallet nous feront vivre demain dans Saga Dakar l'aventure de ce motard hors norme, hyper courageux, qui avec une épaule cassée a continué dans les dunes. C'est vous dire à quel point ils sont durs au mal, ceux qui veulent absolument terminer ce Dakar. On se retrouve demain avec grand plaisir. Vous n'oubliez pas Bivouac ce soir en troisième partie sur France 2. Donc Saga Dakar à 18h05 sur France 2 également. Nous on se retrouve demain à 20h10 pour un nouveau journal du Dakar. Bonne soirée, salut Luc. Et au revoir à tous. Ciao. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. On aurait dû rouler tranquillement vers Nouakchott, mais finalement des erreurs de navigation ont envoyé les motards vers un terrible piège de sable. Marc Coma reste leader moto. Peter Hansel, pour une poignée de secondes, prend le commandement auto.
Bonsoir à tous, nous sommes à Nouakchott, nous vous raconterons la course dans quelques instants. Place tout d'abord, vous le savez, à tout le sport avec André Garcia, David Malarme et Daniel Leclerc. On va s'intéresser à des sports d'hiver un peu loin de nous, c'est vrai, mais les Jeux c'est pour bientôt. On commence donc ce tout le sport avec du biathlon. Dans la brume d'Oberhof en Allemagne, un Français brille. 7e temps en ski et parfait au tir, Vincent Defrane remporte à 28 ans sa première victoire en Coupe du Monde. Le Jurassien, déjà 2e à Östersund, a réussi cette saison autant de podiums que dans le reste de sa carrière. À 5 semaines des Jeux Olympiques, il a de quoi embrasser tout ce qui passe à sa portée. Plongé dans le deuil depuis la mort de Severino Botero, leur entraîneur en début de semaine, les géantistes français lui ont rendu un bel hommage ce matin à Delboden. Derrière l'intouchable Autrichien Benjamin Reich, vainqueur, Joël Chenal se classe 8e. Thomas Fanara, ici à l'écran, termine 5e. C'est mon meilleur résultat. C'est une course qui me tenait à cœur parce que je voulais faire un gros résultat pour rendre hommage à Severino. Le rapace Federer vole toujours plus haut, 34e titre de sa carrière à Doha, face à Gaël Monfils qui aura donné une bonne réplique au numéro 1 mondial. Le jeune Français s'incline en 2-7, 6-3, 7-6. Federer déjà bien parti pour une nouvelle moisson. 3 essais dont celui de Sylvain Mirande ici, et voilà Agen le mal en point qui terrasse Perpignan, l'un des ténors du championnat de France de rugby. Victoire des Blancs et Bleus 33-14. Hier soir, le Stade français a battu Narbonne 36-24 et occupe provisoirement la première place du top 14. En Coupe de France, cruel dénouement pour les Verts à Geoffroy Guichard. À 5 secondes de la fin des prolongations, Lille crucifie Saint-Étienne avec un but de Mac Moussilou. Déjà vainqueur de Saint-Étienne en championnat et en Coupe de la Ligue cette saison, Lille est bien la bête noire des Verts. Nous sommes donc à Nouakchott, une étape très attendue pour plusieurs raisons, notamment parce que demain ça sera une journée de repos ici. Nous sommes avec Thierry Magnaldi qui a remporté sa 2e spéciale depuis le début de la semaine. Thierry, ça s'est bien passé aujourd'hui puisqu'il fallait un petit peu naviguer avec sa tête et c'est ce qui a été fait pour vous. Oui, aujourd'hui ça s'est super bien passé. Bon, il y avait beaucoup de navigation, c'est une étape que je connaissais bien particulièrement puisqu'on l'a faite plusieurs fois et donc on ne s'est pas pressé, on a bien réfléchi pour naviguer et on a fait la différence comme ça, quoi, tout simplement. Tout simplement, mais c'était pas si simple que ça. La preuve en résumé, d'ailleurs que ce soit pour les motos, on verra ça avec Christian Choupin, ou pour les autos, eh bien cette navigation a joué quelques tours, même au leader. Il y a eu pas mal d'hésitations pour trouver le bon cap, y compris pour les leaders. Alphand et Roma se croisent, s'interrogent, la navigation est de retour sur le rallye, tant mieux. Car une erreur, une mauvaise option et voilà ce qui se passe. Peter Hansel et Alphand plantés dans le sable. Stéphane qui décide de sortir de ce cordon de dune en prenant de gros risques à contresens. Les motards ont eu chaud. Il y avait un petit cordon de dune à franchir normalement à un endroit qui était très facile. Et en fait, les motos ont fait des mauvaises traces et nous, les voitures, bêtement, on s'est enfilés dans ces dunes à un endroit où elles étaient vraiment très molles. Donc on s'est enlisé, Luc s'est enlisé derrière. Il fallait courir avec sa tête pour éviter les pièges. Thierry Magnaldi, malgré une petite frayeur au CP1, a su trouver les bons passages pour remporter une 2e victoire d'étape. Dès le kilomètre 26, le grand perdant s'appelle Carlos Sainz. L'Espagnol coince à la sortie d'un canyon. Il doit faire demi-tour. Le Touareg percute des rochers. Carlos, en fait, ne repartira pas. Transmission cassée. La journée a été dure pour tout le monde. Jutta Kleinschmidt, elle aussi, est lourdement pénalisée dans le sable. De Villiers et Miller se battent pour sauver l'honneur des Touaregs. Difficile également pour Jean-Louis Schlesser. Le sable mou l'a fait prisonnier. Marc Miller prend une belle 2e place, ex-aequo avec Stéphane Peter Hansel. Stéphane qui du même coup chipe la tête du général à Luc Alphand pour 32 petites secondes. Avant la pause, rien n'est fait et c'est très bien comme ça. La spéciale 500 km décor de rêve, au kilomètre 20 on se croirait dans un film hollywoodien. Seulement voilà, ces pilotes ne sont pas au cinéma. Kilomètre 240, Ferrarissime, le groupe de tête s'arrête. Des Gavardo, Salah, Esteve et Coma cogitent. Ils sentent le piège qui se referme.
STV s'enfonce. Une moto tankée, c'est 160 kg d'acier à bouger, pas d'entraide. Le classement en dépend. Des Gavardo bascule. Même Frétigné plus tard avec sa 2 roues motrices part à terre. Arrive alors Cyril Després, Paul Luxé, tendinite au poignet. Il est victime aussi de cet ergue maudit, téméraire. Il relève sa monture. On se demande encore comment. Belle preuve de courage. C'est un coup de nerf, quoi. Je me suis dit, la moto roulait encore et donc j'ai réussi à prendre l'embrayage et un coup de nerf énergique pour remonter la moto. Mais je pensais pas pouvoir, quoi. Mais bon, je pense que c'est quand vraiment t'as pas envie de rester. Il y avait les autres qui étaient en train d'arriver. Je venais de trouver la direction des dunes, donc je n'avais pas trop envie de rester là, quoi. La consigne de l'écurie KTM est claire. David Casteau se doit d'aider Cyril en toutes circonstances. Ensemble, ils vont réaliser un exploit. Kilomètre 287, point de passage obligatoire. Comme à STV, des Gavardo ne trouvent pas le bon cap. 15 minutes de perdu. On ne laisse pas une si belle opportunité à Cyril Després. Fin tacticien, il navigue à la perfection. Emmène David Casteau dans son sillage pour sa première victoire de spécial. Cyril, 3e, remonte à 26 minutes de coma au général. Et il m'a fait un coup super et on est arrivé au ravitaillement essence. On avait doublé des personnes sans les voir. Et aujourd'hui, je gagne ma première spéciale au Dakar. C'est fabuleux. C'est un rêve, vraiment. Lui aussi en rêvait d'un podium. Chris Blaze, 2e, un Américain au sommet de sa forme, à suivre de très près après la journée de repos. Et voilà, aujourd'hui les victoires de spécial c'était du 100% français avec donc Thierry qui s'est imposé de nouveau, je dirais, en auto aujourd'hui. Vous avez fait 10 Dakar en tant que motard, vous avez un œil particulier sur eux de toute façon. Oui, c'est sûr, on les regarde. Quand je les double, j'essaye de prendre soin d'eux, de pas trop leur envoyer de poussière, le mettre sous le vent. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup tendance aussi à se fier à leurs traces et donc des fois elles sont bonnes, des fois mauvaises, mais bon, on a un esprit motard. Alors vous avez remporté vos 2 premières spéciales en auto donc la même semaine. Vous êtes 6e à 1h33 au classement général. Est-ce que c'est encore jouable pour un buggy d'aller chercher la victoire? Je pense que c'est un petit peu compromis, mais bon, je veux dire, il reste une semaine de course. Tout peut arriver. Et donc c'est sûr que les petites erreurs qu'on a faites hier, donc on les paye cher. Donc maintenant c'est à nous de chasser le temps perdu. Mais bon, c'est toujours difficile de rattraper du temps perdu. Alors vous restez avec nous, on va regarder d'autres images, les flashs, les brèves que Pierre-Henri Brandet a préparées, qui va nous expliquer que la volonté asiatique n'est pas une légende. Renoncer est un verbe qui ne doit pas exister dans le dictionnaire japonais. 60e kilomètre, Kunio Iwasaki est à terre. J'ai heurté une pierre, une grosse pierre. Je ne sais pas pourquoi. Malgré une violente douleur aux côtes et au ventre, Kunio tient à continuer. Venu de Nagoya, le japonais pour son premier Dakar ne veut pas décevoir. Pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Le temps de faire 5 mètres. Et il s'aperçoit qu'il n'a plus de frein. Ouais, c'est vraiment une sale journée. Kunio est finalement reparti, sans frein, mais avec beaucoup de courage sur le porte-bagages. Il y a ceux qui serrent les dents et ceux qui gueulent. Pour moi, c'est la fin d'un beau rêve, quoi. Parce que ce que je voyais à 1h du matin à la télé, c'était grandiose. Et ce qu'on fait ici depuis 8 jours, je me fais chier à mourir, quoi. J'ai encore pas pris beaucoup de plaisir en dehors des pistes de sable de ce matin, quoi. Et autrement, on en chie, quoi. Il ne faut pas médire, sinon on est vite puni. En tout cas, même épuisés, certains savent pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui rêvent toute leur vie de le faire, le rallye. Donc toi, tu es là à faire le rallye et tu es là pour un chier, quoi. Et au contraire, quand tu vas au bout, c'est encore que du bonheur, quoi. Tout allait bien, la voiture aussi. On refaisait notre retard d'hier. Et là, tout d'un coup, paf, un cardan. Donc voilà, une transmission de cassée. Ça fait encore 1 heure de perdu. Et ça commence à m'énerver. Thierry de Lavergne le sait bien, en rallye raid, changer un cardan équivaut à peu près à 1 heure. Donc aujourd'hui, à 13 cardans, la Mégane a été immobilisée pendant un cardan, sans ternir pour autant la joie de son pilote. Rallye raid, c'est une grande famille, on se connaît depuis toutes les années. Et je serais incapable de pouvoir rester chez moi. Il faudrait que j'ai les 2 pieds cassés, les 2 jambes cassées pour rester chez moi. Et encore, j'essaierai de trouver une place pour partir.
Voilà, tout le monde va pouvoir se remettre demain. Ça sera la journée de repos, ce qui veut dire, Thierry, qu'on vous souhaite un bon repos et qu'on se retrouve donc pour les émissions spéciales Dakar dès lundi. Bonne soirée sur France 3. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire de... Pour revenir sur ce drame, on a l'impression, Étienne, de revivre un cauchemar ici à Kifa parce que l'année dernière, là aussi, le rallye était en deuil. Oui, l'année dernière, on a été touché par le drame de Fabrizio ici, donc c'est pas des bons souvenirs. Et puis malheureusement, une fois de plus, à Kifa, on a perdu quelqu'un de la course, Andy Caldecott. Andy Caldecott, on en reparlera dans un instant. On va peut-être voir les circonstances de l'accident et revenir sur la personnalité de l'Australien tout de suite avec Pierre-Henri Brandet. Être au départ du Dakar 2006, le plus joli et le plus inattendu des cadeaux de Noël pour Andy Caldecott. Il y a un mois et demi, l'Australien avait reçu un coup de fil de Jordi Arcarons, le manager du team KTM Repsol, lui demandait de remplacer au pied levé Jordi Durán, blessé. Lorsque j'ai raccroché, je me suis mis à crier de joie, avait confié Andy il y a quelques jours. Sa femme lui avait dit de venir et que c'était une grande chance pour lui parce qu'il n'avait plus d'équipe. Si on avait su avant qu'il ne quitte sa maison, on aurait pu éviter cela. Mais bon, c'est le destin. On ne peut rien y changer. C'est très dur pour toute l'équipe. Vainqueur sur ce Dakar 2006 de la première étape africaine Nador El Rachidia, Andy était un enduriste, un spécialiste chevronné de l'enduro. Il avait notamment remporté à 4 reprises l'Australian Rally. Sur le Dakar, ce solide gaillard s'était donc aussi illustré. Une première participation en 2004, puis en 2005 2 victoires d'étape entre Agadir et Smara et entre Bamako et Kai. Bamako, Kai, 2 villes que le rallye atteindra cette semaine. Andy Caldecott ne les verra pas. Kilomètre 260, entre Nouakchott et Kifa, le pilote australien s'en est allé. Il laisse derrière lui une petite fille de 3 ans, Kathleen, et une femme, Tracy. Andy Caldecott avait 41 ans. Voilà pour les circonstances de ce nouveau drame sur la course. Pourtant, on le sait, cette année, Étienne, le règlement avait évolué pour essayer de protéger au maximum les motards. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas sur ce genre d'épreuve. Pourtant, donc, ça va évoluer pour essayer de protéger davantage ceux qui sont le plus vulnérables. Dès la fin de l'édition 2005, on avait travaillé beaucoup avec l'ensemble des teams et des pilotes pour réfléchir à toutes les mesures qu'on a mis en application cette année, à savoir le contrôle de la vitesse, la réduction de l'autonomie, le retour à la navigation, justement afin de baisser la vitesse. Mais encore une fois, je crois que c'est malheureusement pas la vitesse qui est en cause dans cet accident. C'est une piste qui ne présentait pas de difficulté particulière à l'endroit où ça a eu lieu et c'est une chute comme il y en a souvent dans la compétition et c'est une très 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 mauvaise chute. Ça a été fatal, effectivement. On va tout de suite avoir une réaction. Il n'y a pas beaucoup de réactions puisque que ce soit en moto ou en auto, les concurrents arrivent simplement maintenant ici au bivouac. Mais Stéphane Peter Hansel, ancien motard et leader du classement auto, tenait à réagir. On sait que le Dakar reste une course dangereuse et malheureusement ça fait 2 années de suite en arrivant ici, on apprend des mauvaises nouvelles, donc bon, c'est terrible, mais le Dakar reste une course extrêmement dangereuse. Voilà pour cette réaction de Stéphane Peter Hansel. Évidemment, la course a continué parce que les motards ne savaient pas au moment de cette spéciale que ce drame s'était joué au kilomètre 250. Eh bien, sachez que Cyril Després a remporté cette 9e spéciale, la plus longue, avec 4 minutes et 7 secondes d'avance sur Marc Coma, qui reste leader du classement général avec 22 minutes 47 d'avance sur Després. Salah est 3e avec 53 minutes 04 de retard. Et puis en auto, évidemment, il y avait le duel que tout le monde attendait aujourd'hui, le règlement de compte entre les 2 frères jumeaux de l'équipe Mitsubishi. Tout cela arbitré par Carlos Sainz. On revoit ce qui s'est passé aujourd'hui en auto vers Kifa. La remontée du jour, parti en 82e position, Carlos Sainz klaxonne et remonte la horde sauvage. En tête au CP3, l'Espagnol coince ensuite. Le duel Peter-Alphand a bien eu lieu et commence dans le sable. Les deux sont coincés au même endroit.
Cette étape la plus longue du rallye avec 599 km de spécial propose une alternance de dunes et de parties roulantes. Alphand est parti 6 minutes après son équipier. S'il avait passé ce cordon de dunes sans problème, il aurait pu reprendre la tête de la course. Mais c'est Stéphane qui s'en sort le mieux. Comme souvent, regret pour Luc, il ne reverra pas Peter. J'ai essayé de cravacher sur Stéphane, donc je sais pas, je perds 9 ou 10 minutes, mais ils sont là, quoi. Je veux dire, au rythme, je suis là, mais c'est celui qui fera moins d'erreurs, hein, qui sera devant. Là. Mais bon, voilà, loupé le coche aujourd'hui. Stéphane Peterhansel est en route, lui, pour une nouvelle victoire. Les écarts se creusent désormais. 9 minutes 16 d'avance sur Luc Alphand au classement général et 54 minutes sur Giniel Devilliers et sa Touareg. Voilà, Étienne Lavigne qui est encore avec nous. J'imagine que vous allez rejoindre ceux qui vont arriver maintenant, notamment les motards, pour voir ce que vous allez décider de faire demain en hommage. Bah, tout à fait. D'abord, on va les accueillir et puis partager leurs émotions. Et puis avec eux, on décidera de ce qu'on imagine faire pour demain. Merci Étienne, c'est très gentil à vous d'être venu nous voir. Je sais que vous êtes très attendu et très sollicité maintenant. On va voir donc la carte pour demain de cette spéciale. C'est la 10e étape entre Kifa et Caille. On va quitter la Mauritanie pour aller au Mali et donc continuer cette course malgré le deuil. La course continue. Les rendez-vous, vous les connaissez. Il y a Bivouac ce soir avec Christian Choupin et puis vous retrouvez Patrick Montel pour Saga Dakar demain. Et puis il y aura un nouveau journal du Dakar demain à 20h10 sur France 3. On a une pensée évidemment pour Andy Caldecott qui nous a quittés, pour sa famille. Une fois de plus, malheureusement, eh bien, cette course a été endeuillée et on pense à lui. Merci de votre attention et à très bientôt. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total. Luc Alphand a rejoint ses mécanos, des mécanos qui ont ce soir beaucoup de travail, vous comprendrez dans un instant pourquoi. On commence par la journée particulière des motards. En fait, il s'agissait aujourd'hui d'une journée hommage. On voit cela avec Christian Choupin. Pour commencer cette journée, je propose que nous respections une minute de silence à la mémoire d'Andy Caldecott, s'il vous plaît. Merci. Briefing émouvant ce matin devant ces pilotes arrivés dans la nuit. La spéciale fut longue, 874 km. Les visages sont marqués par la fatigue, surtout par la perte de l'un des leurs. Andy Caldecott n'est plus, l'arrivée au bivouac se fait dans la douleur. C'est notre passion, chaque fois on nous reprend quelque chose, ça fait chier quoi. C'est pour sa famille, voilà quoi, c'est pour lui bien sûr. Voilà. Donc après il n'y a plus rien à dire quoi. Dans l'équipe concernée, Jordi Arcaron s'évoque cette tragédie avec Marc Coma. Carlo De Gavardo apprend lui aussi le décès de son coéquipier en arrivant au bivouac. Aujourd'hui, spécial neutralisé, liaison de 280 km, la tristesse envahit les esprits. Marc Coma vient de perdre un ami, il roulait pour lui. Aujourd'hui, c'est une journée difficile. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de terminer cette course, de la gagner pour Andy. Ensuite, la caravane des motards s'en est allée, à chacun son rythme, à chacun aussi de retrouver goût à la vie, direction Caille dans un pays, le Mali, où les animaux sont rois, dans un paysage magnifique. L'Afrique, dans sa splendeur, comme un signe annonçant des jours meilleurs. La course auto, elle, a eu lieu 283 km entre la Mauritanie et le Mali, donc... Sainz a de nouveau gagné la spéciale. Peterhansel creuse l'écart et Luc Alphand était bien triste cet après-midi. On va mieux comprendre pourquoi en regardant ces images. Kilomètre 217, la course bascule. Alphand attaque fort et percute un arbre. La direction est touchée, il faut mécaniquer. Attention, les doigts. Aïe, putain! C'est un petit peu le coup du sort là qui fait basculer la course, vous pensez? Ah bah ouais, c'est fini pour nous. Hein. Peut-être qu'après on se battra pour un podium si on perd pas trop de temps, mais c'est déjà... C'est vrai. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui fais la connerie, hein. On essaye de se battre pour gagner de toute façon, donc on n'est pas sur un rythme où
On est là pour assurer. Hein. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas mon jeu encore. On a juste pas juste touché un arbre, pas un gros, frotté un peu et ça a démanché la rotule. Enfin, on a quand même fait une petite erreur quand même. Mais... Une erreur qui coûte plus de 30 minutes. Stéphane Peter-Ancel a eu lui plus de chance, il a tapé un arbre, mais les dégâts sont minimes. Peter réussit le break, mais reste prudent, pour lui rien n'est fait. Ah non, non, quand on voit des petites spéciales de 280 km comme celle d'aujourd'hui et aussi délicates, on s'aperçoit qu'il peut se passer plein de choses, notamment en Guinée. Sur les pistes trialisantes, cassantes, ça va être un vrai Dakar dur jusqu'à la fin. Dur mais beau, cette étape, la première au Mali, est un trait d'union entre le désert et l'Afrique noire. Les pilotes auront à gérer d'autres pièges. Peter-Ancel compte ce soir 40 minutes d'avance sur Alphand et 1h03 sur De Villiers. Romain, lui, est 4e à 1h35. La chaleur a écrasé le rallye, plus de 35 degrés, mais n'a pas refroidi Carlos Sainz qui signe aujourd'hui une 4e victoire d'étape et qui prend goût à l'Afrique chaque jour, un peu plus. L'ambiance et les paysages ont changé, comme souvent Mitsubishi et Peter-Ancel sont devant, mais parfois le petit point orange et rouge semble fragile. Il reste encore 2888 km à parcourir avant Dakar. Motard recherche coup de main désespérément. Attends. Non, j'attends le camion. T'arrêtes? Ouais. Je peux pas. Au cœur de la nuit, au beau milieu des dunes, entre Nouakchott et Kifa. Cette fois, c'est un camion qui est planté dans le sable. Une sangle agitée, un appel au secours. Les routiers sont sympas. Pas tous sur le Dakar, et certainement pas le russe, Resetnikov. C'est ça l'esprit du Dakar. Derrière ce cordon de dunes, un nouveau naufragé. Le Belge Eric Palante avait promis qu'on ne l'y reprendrait plus. Pourtant, il est revenu sur le Dakar, une chute, un traumatisme crânien, fin de l'aventure. Mais il y a un problème, ce sont les longueurs des étapes comme celle-ci. Ça devient long, mais c'est un Dakar, c'est comme ça. Il y a 3 jours, on a eu un choc assez violent dans lequel la voiture, qui est indestructible, a merveilleusement bien résisté. Mais les deux bonhommes à bord, ils en ont pris une drôle de claque, là. C'est-à-dire que Didier, mon coéquipier, il s'est fait un tassement vertébral. Moi, je me suis fracturé le coccyx et je me suis chiffonné la colonne vertébrale depuis les cervicales jusqu'au lombaire. Les toubibs m'ont recommandé d'éviter la position assise. Vu qu'on est 12 heures assis dans la voiture par jour, c'était un peu difficile. Grâce à Luc Alphand, j'ai trouvé un coussin gonflable qui me permet d'isoler un peu le coccyx. Donc dans les chocs, eh ben, ça devient presque supportable. Par contre, la colonne vertébrale, elle est sérieusement chiffonnée, mais donc pendant 2-3 jours, il va falloir l'aménager un peu. C'est ce que je fais quand j'arrive, par exemple, dans un endroit comme ça. J'évite de taper trop fort. Mais la voiture va très bien. Quelquefois, on se croirait sur le périph' à Paris. Changement de fil sans clignotant, avec le plus gros qui a souvent raison. Et quand il n'y a pas la place, eh bien, ça passe quand même. Au classement de la catégorie camion, 2 Kamaz en tête, pilotés par les Russes, Tchagin et Kabirov. Voilà, demain on file à Bamako, 231 km de spécial. C'est pas jour de mariage, mais nous y serons. Il y a eu de l'abattement cet après-midi, Luc, au moment de l'incident. Comment ça va se passer demain? Vous gardez la pêche et l'envie? Non, bien sûr, on est toujours en course, toujours second. On se bat et on ira jusqu'au bout, c'est sûr. Alors donc ça arrive, c'est des incidents de course, mais ça peut arriver à Peter aussi, hein? Oui, exactement. C'est déjà arrivé à des courses qui se jouent le dernier jour. Donc il faut rester là, il faut contrôler surtout la concurrence. Parce qu'on a un résultat d'ensemble d'équipe qui est super pour l'instant à défendre. Bon, on vous dit bonsoir et bon courage pour demain. Eh ben, au revoir à tous, on y sera. À demain, donc on se retrouvera, on l'a dit, à Bamako. Passez une bonne soirée sur France 3. Salut.
C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. Le père d'Alain Duclos est bouleversé par l'émotion. Son fils gagne l'étape moto chez lui à Bamako. Ça va toi? Oh, tu parles. C'est la folie. Voilà, c'est l'une des belles histoires que l'on va vous raconter dans un instant. Bonsoir à tous. On va commencer bien sûr par tout le sport. En tennis, sachez que Marat Safin ne pourra pas défendre son titre à Melbourne. Il a déclaré forfait. Et puis que la jeune Bulgare Cécile Karatacheva est suspendue 2 ans. Elle avait été contrôlée positif à Roland Garros. On va commencer ce tout le sport avec Manu Roux et Julien Hérichon par du biathlon. C'est le relais féminin. Coupe du monde dames de biathlon à Ruhpolding. Relais 4 x 6 km. Preuve que le planté de bâton est essentiel, les Russes l'emportent de 3 fois rien, voire d'une spatule, face aux Allemandes. Les Françaises terminent à une bonne 4e place. Le championnat d'Europe de handball, c'est à la fin du mois et les Français en blanc sont en grande forme. Face aux Polonais, ils signent leur 4e victoire d'affilée en match de préparation. Le score 32-27. En Ligue des Champions, les volleyeuses de Cannes ont disposé des Portugaises de Trofa. Leur plus mauvais match depuis le début de la Coupe d'Europe, d'après leur entraîneur. Mais une victoire tout de même face aux dernières de la poule, 3-7-0. La suite de la 21e journée de Ligue 2 avec des victoires attendues, à commencer par celle de Lorient, le dauphin de Sedan au classement. Les joueurs de Christian Gourcuff remportent le derby breton face à Guingamp 2-1. De son côté, Bastia s'impose sans problème 2-0 face à Amiens. Camadini et Mélin ont permis aux Corses de s'emparer de la 3e place du classement, mais Valenciennes joue ce soir à Grenoble. Et la Coupe de France dans tout ça, le tirage au sort des 16e de finale a eu lieu ce matin. À noter le choc entre le PSG et Auxerre. Rendez-vous à la fin du mois. C'est la sensation du mercato. Christian Vieri est arrivé à Monaco. L'entraîneur italien Guendouzi possède donc avec Di Vaio et Vieri une attaque italienne. Des anciennes stars sur le retour, certes, mais des stars quand même. À eux de le prouver dès samedi face à Bordeaux. Le JDD donc en direct de Bamako, nous sommes chez Volkswagen où on travaille sur les ordinateurs, c'est l'équipe qui a animé la journée en auto, mais on va commencer par les motos et notamment cette très très belle histoire d'Alain Duclos, l'enfant du pays qui gagne donc chez lui. Christian Choupin. Marc Coma au départ, l'homme de tête du classement général se doit de bien figurer tout au long des 230 km de secteur chronométré. Peu de kilomètres, énormément de pièges, de la poussière, des oueds. Coma l'enduriste réalise une démonstration de son savoir-faire. À l'arrivée, les locaux ne s'y trompent pas. Coma est même ovationné. Seulement voilà, Coma, le pilote d'usine, ne sait peut-être pas que des locaux, il y en a aussi dans la course. Alain Duclos, pilote privé natif de Bamako, décroche le meilleur temps. Impressionnant. 38-46. Ouais, je l'ai raté, c'est de ma faute, sûr. Allez. Allez, on en remet. 40 km 01, virage à gauche, à l'intersection. Alors jusque-là, on gaz. Attention latérite, donc distance de freinage Maousse. Et on remet les gaz. Donc qui dit grosse distance de freinage, dit regardez beaucoup plus loin. Voilà, attention, il doit y avoir du fèche-fèche là-bas, fais voir ça un peu. Allez, c'est bon. Cyril Després est aujourd'hui dans l'ombre des meilleurs, kilomètre 27. Il interprète mal le roadbook, kilomètre 130, il chute sans gravité. Les minutes défilent, il en perd 12 sur Coma au général, mais il a le moral. Je me suis quand même régalé, je suis un peu lent sur la moto, mais je me suis vraiment régalé. Donc des fois, il suffit pas de faire le meilleur temps pour être content. Aujourd'hui, j'ai pris pas mal de minutes dans la tête, mais par contre, je suis satisfait. Caméra embarquée sur l'American Street. Imaginez-vous rouler avec le soleil de face dans la poussière. Vision délicate. C'est sûrement ce qui le piège. Un oued caché dans les herbes. Chute sans gravité. Street repart. Et signe au constructeur. Guidon cassé, poignée de gaz déchiquetée, motard épuisé. Kilomètre 161, David Casteux a juste la force de mimer ce qui lui est arrivé au 120e kilomètre. La poignée pend le long du carénage, le pilote souffre,
Mais l'homme et la machine continuent. La palme du courage, aujourd'hui au numéro 8, qui a réussi à rallier l'arrivée en roulant au moral. J'ai cassé le guidon au kilomètre 120 et j'ai vraiment souffert pour rentrer jusqu'à l'arrivée parce que j'ai conduit d'un bras tout le long et dans le sable et ça a été le... Vous avez pensé arrêter un moment? C'est bon? Non. Non. J'ai mon côté amateur qui revient et je veux arriver au bout de ce Dakar. J'en ai fait 3, je suis arrivé au bout les 3 et je veux en faire un 4e et arriver au bout. Dans son malheur, David a de la chance. Pendant que les médecins pensent ses plaies, ses potes motards s'occupent de la monture. Une réparation de fortune pour lui permettre d'effectuer les 400 km de liaison, d'arriver à Bamako et de poursuivre l'aventure. À la moto, c'est pas un problème, il faut voir les mécanos ce soir. Pour lui, j'espère que demain, il aura que quelques courbatures. Et là, vous pensez que ça va tenir? Vous avez vu ce qu'ils vous ont fait pendant que vous faites soigner, David? Super, super idée. Merci les gars. Vous voulez faire un Harley, on n'a pas pu. Ils ont essayé pourtant. Hein. Ça s'appelle mettre un guidon comme de vache. Grâce à cette solidarité des motards, grâce à ses amis, David Casteux a pu repartir. Dakar n'est plus très loin. Voilà, c'était signé Pierre-Henri Brandet et Jean-Michel Guidez. On était à travers la voiture de Carlos Sainz, donc chez Volkswagen. Volkswagen, c'est le team qui a donc animé aujourd'hui l'étape du jour. Peter Hansel a perdu de son avance au classement général et il y avait pas mal de nervosité tout au long de la piste. C'est parti. À l'arrivée de la spéciale, de beaux visages dignes et incrédules. Les femmes ont sorti leurs plus beaux bijoux et sont toutes étonnées d'assister à une sévère explication. C'est sûr, on a fait 3 km dans la salle. On fait 20-30 km sur le village. C'est pas vrai. On ne peut pas dire que tu es dans le même rythme que nous, quand même. C'est beaucoup pas très vite, c'est pour ça que vous avez fait bon. Alors, explication de l'explication entre Stéphane Peter Hansel et Carlos Souza. Peter se trompe de piste, fait demi-tour et reste bloqué dans la poussière du Portugais qui ne cède pas le passage. Le leader, un peu énervé, il s'est senti attaqué. En tout cas pas par Jutta Kleinschmidt, elle percute un arbre, la Touareg est touchée lourdement. Bruno Sabi s'arrête mais comprend qu'il ne peut rien pour Jutta. Prendre un arbre et maintenant le triangle est cassé. On attend le camion d'assistance, oui. L'arbre lui coupe la piste en deux. Heureusement, les villageois ont compris le danger. Carlos Sainz a lui aussi touché un arbre. La roue arrière droite est voilée, l'Espagnol préfère en rire. Tu regardes comme il est la roue, c'est impossible. C'est très bien pour les épingles à gauche. Voilà. Grosse chaleur pour Giniel de Villiers dès le début de la spéciale. L'Africain du Sud manque de partir en tonneau, ça tient à rien et c'est lui le vainqueur du jour. On n'a pas eu de gros problèmes mais c'était très éprouvant comme étape. J'ai attaqué, je suis récompensé mais c'était dur. Festival donc des Volkswagen et course d'attente intelligente de Luc Alphand. Les écarts se resserrent, Peter n'a plus que 25 minutes d'avance sur Luc et 42 sur De Villiers. Les nerfs étaient à vif dans la poussière. À Bamako, un peu de fraîcheur et de recul fera le plus grand bien à tout le monde. Voilà, et avec Jean-Maurice Hogg, on voulait vous montrer tout de même le gadin du jour. Ça concerne un camion, le numéro 533. Il y avait une grosse ornière, donc c'était ultra piégeux. Et le man allemand de Klaus Lehner, eh bien, va partir sur le flanc, un peu pâteau. Mais heureusement, pas de bobo, mais ça a bloqué la course camion pendant une partie de la spéciale. Comme quoi, hein, il faut toujours être hyper attentif, même sur des pistes assez serrées. Voilà, demain donc, ce sera la 12e étape. Nous irons à l'Abbé, 368 km à travers la Guinée. Ça peut être très piégeux et il va sans doute encore beaucoup se passer d'événements sur ce Dakar qui est très nerveux et très serré en ce qui concerne également les classements. Vous n'oubliez pas les rendez-vous. Ce soir, il y a Bivouac en troisième partie de soirée sur France 2 à 18h10 demain sur France 2 également. Nous vous retrouvons avec plaisir à l'Abbé avec Patrick Montel pour Saga Dakar. Nous rendez-vous demain à 20h10 et puis un dernier résultat avant de se quitter pour vous dire que Bordeaux en football a battu Auxerre 1-0. Merci de nous rester fidèles. Bonne soirée sur France 3.
C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. Le moment où tout bascule pour Stéphane Peterencel, le leader du classement général, a percuté un arbre. Peter va concéder 3 heures et 16 minutes et donc perdre ce Dakar. Luc Alphand remporte la spéciale et prend le commandement. Bonsoir, la Guinée a été déterminante. Nous verrons cela dans un instant avec Luc Alphand, le nouveau leader de ce Dakar. Pour l'heure, tout le sport. On va commencer avec du football. Roland Courbis n'est plus l'entraîneur d'Ajaccio suite à la défaite hier à domicile face à Nantes. Julien Hérisson et Manu Roux. Roland Courbis souhaitant bonne chance à son adjoint José Pasqualetti. Leader du classement général, Luc Alphand. Luc, vous avez déjà été leader, c'était à Attard. À un moment, il y a 2 jours, vous pensiez que c'était terminé pour vous et puis la course a basculé aujourd'hui. Oui, exactement. Moi, j'avais comme idée de contrôler la course de De Villiers, qui lui était mon plus dangereux rival pour le podium. Et je ne pensais pas du tout à la victoire, parce que depuis que j'ai pris l'arbre il y a 2 jours, vraiment j'ai fait un trait là-dessus et me concentrer à bien rouler et pas faire d'erreur. Chose qui est vraiment, vraiment dure à faire. Il faut rester patient dans cette poussière et la patience, c'est pas vraiment le fort de tout le monde quand on joue en tête. Et je crois que c'est vraiment la clé, patient, concentré. Et voilà. Donc maintenant, je me retrouve leader, avec un petit poids sur les épaules, mais ça ne va pas changer ma façon de voir les choses pour la fin. Alors vous parliez de l'importance des arbres, ça a été encore une fois déterminant aujourd'hui. On va revenir sur cette étape avec le résumé auto monté par Jean-Jacques Brouard. L'arbre maudit pour Stéphane Peterencel et Jean-Paul Cotterêts. À ce moment-là, l'équipage de la Mitsubishi sait que c'est grave, très grave. On a fait une mauvaise spéciale hier, on a payé aujourd'hui et on a payé encore plus fort que hier, puisque dans la poussière on n'a pas pu éviter l'arbre et voilà. C'est la course. C'est la course. C'est la course, mais c'est dur à vivre. Après une réparation de fortune, Peter repart, mais la Mitsu est encore sérieusement blessée. Après plusieurs hésitations et plusieurs arrêts, Stéphane décide de stopper et d'attendre son assistance rapide. C'est une course contre la montre qui s'engage histoire de sauver un éventuel podium. La victoire s'envole et Peter réagit en grand champion, lui qui a gagné cette course 6 fois en moto et 2 fois en auto. Mais malgré tout, la Terre ne s'arrête pas de tourner, il faut penser à la prochaine compétition, il faut penser qu'il y a des choses beaucoup plus graves sur Terre que des courses motorisées, que le Dakar. Et voilà, on avait gagné 2 d'affilée, c'était sympa. On n'en fera pas 3 d'affilée. Toute l'amertume et la déception de Stéphane, et c'est donc Luc Alphand qui succède à son équipier. Luc remporte la spéciale devant un autre skieur, Garlin Chicherit et Giniel de Villiers. Peter termine avec 3 heures et 16 minutes de retard. Au classement général, Luc précède De Villiers de 20 minutes et 31 secondes. Roma est 3e à 1h20. Peterencel est tout de même 4e à 2h51 maintenant. Alphand aura de plus demain l'avantage d'ouvrir la piste pour filer vers le Sénégal et pour filer vers la victoire. Voilà, il reste désormais donc 2 étapes. Luc, on peut dire que vous êtes dans des conditions idéales. 2 étapes à parcourir et vous partez donc, je le disais, en tête demain. Voilà, exactement, c'est une bonne position, on va pouvoir garder son rythme, faire une bonne navigation et éviter de se désordonner dans la poussière derrière. Donc demain soir, il y a déjà une grosse étape de fête psychologiquement. L'étape de Tambacounda Dakar, on la connaît, c'est un petit peu plus simple. On peut toujours avoir des problèmes, mais bon, 2 jours qui vont être, je pense, très très durs à vivre. On va reparler dans une seconde, mais pour l'instant, on va revenir sur le résumé moto. C'était un petit peu plus calme puisque Després et Coma se sont marqués, mais Jean-François Carker s'est rendu compte qu'en Guinée, on ne plaisante pas avec la sécurité. J'ai fait l'école des motards en Algérie. Je suis policier, je suis motard. Je fais la police routière. Le passage du Dakar, c'est une affaire très sérieuse, mais c'est aussi une vraie joie pour tous les Guinéens. Tous les Guinéens, enfin presque, parce qu'il y a des jours où le boulot, ça ne peut pas attendre. Pour De Gavardo, la Guinée, ça n'a pas été la joie. Noyer la KTM du Chilien. Ce moment d'inattention lui fait perdre 3 quarts d'heure, mais il garde sa 5e place au général grâce au gentil coup de main du Polonais Tchako. Cyril Després gagne la spéciale. Quelques miettes chippées à Coma, 1 minute 45.
Le Français est à 32 minutes au général, mais avec ce qui s'est passé en auto, il peut toujours espérer. Voici ses déclarations, tout en modestie, aux spectateurs à l'arrivée. Vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Et pour l'instant, moi, je suis le premier Français. C'est pas mal déjà, non? Premier Français. De Bamako à la baie, du fleuve Niger, en traversant le territoire malinqué pour arriver aux chutes du King Kong, cette étape était tout simplement la plus belle du rallye. Oh le poulet! Putain, j'ai pas vu le poulet. J'ai failli écraser ce con. Il se fout sous les roues. Je crois que j'ai le temps de regarder le poulet, moi. J'en sais rien, moi. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Tout fonctionne plus ou moins bien, donc ça va. Moi, j'étais un peu stressé avant le départ pour la navigation. Et on est dans 2-3 journées là où c'est très compliqué parce qu'il y a plein de carrefours et plein de villages. Mais bon, écoute, on essaye d'être concentré et de le faire. Faut pas rouler comme en rallye parce que nous on vient du rallye traditionnel. Donc si on roule à 100% de la route et 100% de la voiture, on est quasiment sûr de jamais arriver à Dakar. Je pense que quand on fait du sport, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des objectifs. Faut pas avoir peur d'afficher ses ambitions. Moi c'est clair, c'est gagner de Dakar un jour. Alors est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que j'en donnera les moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas on va essayer. Chez BMW, journée radieuse pour Chichery et galère pour Alfie Cox. La guigne en Guinée pour le Sud-Africain. Privé de ses essuie-glaces, l'ancien motard dans la poussière a heurté une grosse pierre. Bras de suspension arrière droit cassé. Alfie garde le sourire. Nous sommes des MacGyver. Et sur le Dakar, vous avez intérêt à l'être. Vous avez devant vous Ruffy et Alfie MacGyver. 20 minutes perdues, l'équipage repart. 2 km plus loin, on retrouve Alfie qui n'est pas bien grand, en équilibre. Cette fois, c'est une courroie qui a rendu l'âme. 20 minutes pour réparer et penser à une éventuelle prochaine surprise. C'est le Dakar et tout peut arriver sur le Dakar. Tout peut arriver, même à 3 jours de l'arrivée. Henri Pescarolo et Didier Le Gall ne diront pas le contraire. Kilomètre 328. Une roue qui se bloque dans une saignée. Dans une courbe, 3 tonneaux, pilote et navigateur indemne. C'est vraiment le manque de chance parce que c'est insignifiant. J'ai des pièges comme ça, il y en a eu 2000 aujourd'hui. Et puis, ça passe pas. En 30 mètres et une demi-seconde, leur course a basculé. Ce soir, Henri et Didier vivent une nouvelle aventure, sauver leur voiture. Demain, on va à Tambacounda. Ce qui est important maintenant, Luc, c'est que vous passiez une bonne nuit. Ça va être facile ou pas de bien dormir? Avec le départ ce matin à 4 h plus 900 km, je pense que ça ira. Alors, il y a Marie-Ange Graziani et Martial Fernandez qui se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle nuit et vous souhaiter plein de choses pour ces 2 étapes qui restent avant peut-être la victoire à Dakar. Belle soirée sur France 3 et merci de nous être fidèles. À demain. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. Ça t'arrive d'avoir des relations normales avec les gens? Dakar avec Total, partenaire depuis 1992. Bonsoir, nous vous accueillons au Sénégal avec une vraie tristesse puisque ce matin en Guinée, un enfant de 10 ans a été percuté par un concurrent. Le garçonnet est décédé. Nous reviendrons sur ce drame dans un instant après Tout le Sport. Place donc à Tout le Sport pour vous dire qu'en tennis, Justine Henin a remporté après 3 mois d'absence son tournoi de rentrée. C'était à Sydney. Puis que Manuel Adebayor, ça c'est du football, va quitter Monaco. Il a signé un contrat avec Arsenal. Place à TLS maintenant avec le biathlon féminin. Elisabeth Braconnier et Xavier Chemisseur. Premier podium en solo cette saison pour Sandrine Bailly. La Française remporte le sprint du biathlon de Ruhpolding sur les terres de sa principale rivale. Pour ce bivouac un petit peu triste, le dernier de cette 28e édition de ce Dakar, puisque je vous le disais, eh bien, le Dakar a été endeuillé. La mort d'un garçonnet a évidemment mis tout le monde sous le choc. Ici, c'était donc en Guinée, un pays qui a vécu très intensément le passage de cette course. C'était un vendredi 13, la 13e étape. Les faits, les réactions avec Jean-François Carcaert.
Kilomètre 25 ce matin, Boubacar Diallo, 10 ans, échappe à la surveillance de ses parents et traverse la piste. L'équipage laiton Socans d'Ambis ne peut l'éviter. Le petit Boubacar perd la vie lors de son transfert en hélicoptère vers la baie. Il y a eu beaucoup de travail de fait, de prévention, de jalonnement avec les autorités guinéennes. Il y avait un dispositif qui, jusqu'à ce matin, avait plutôt très bien fonctionné. Et là, l'accident qu'on ne voit pas venir, dans la mesure où c'est arrivé encore une fois en dehors d'un village, en dehors de tout dispositif. L'enfant, il y avait des journalistes qui étaient sur place à traverser la route au dernier moment. Toutes les précautions sont prises. Les autorités encadrent les populations. Les médias font campagne avant l'arrivée du rallye et ces affichettes pullulent dans tous les villages sur le parcours. Ils ne se rendent pas compte de la vitesse des véhicules, malheureusement, quoi. Et si ça arrive, je crois que c'est la première fois en 9 Dakar que ça se repasse. Je pense que autant l'armée que l'organisateur, que vraiment, on passe à 50 km/h dans les villages. On est limité, nous on a un limiteur de vitesse sur le volant. Mais il y en a quand même qui courent partout parce qu'ils sont tellement heureux de voir le rallye. C'est vrai, quoi dire, c'est vraiment tragique. C'est dommage parce que c'était une belle fête jusque-là. On sentait qu'il y avait de l'engouement dans les villages, que tout le monde était heureux de nous voir passer. Je suis surpris parce qu'il y avait énormément de sécurité, il y avait beaucoup de vigilance. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Comment contenir l'engouement, la passion ou tout simplement la curiosité de dizaines de milliers de spectateurs éparpillés sur des centaines de kilomètres hors des villages? C'est un problème insoluble pour l'organisation. Le prix du plaisir ne peut pas être la mort. Étienne Lavigne en est parfaitement conscient. C'est tragique. Donc aujourd'hui, là, sous le coup, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire. Mais évidemment, on va réfléchir au parcours, au tracé. On pensait avoir fait le maximum. En tout cas, c'est le 9e décès d'un spectateur en 28 éditions et la journée aurait pu être encore plus dramatique si Ludivine Puis ne s'était pas sacrifié pour éviter de nouveau le pire. Pierre-Henri Brandet. Cela aurait dû être une nouvelle belle journée sur le Dakar pour tous et donc pour Ludivine Puis à 2 jours de l'arrivée. Vendredi 13, kilomètre 13, certains y trouveront un sens. Nous avons retrouvé Ludivine à terre. Une chute violente à 80 km/h. En fait, il y a tellement de monde, je faisais vachement gaffe. Puis il y a un gamin qui a voulu traverser, il s'est arrêté quand il m'a vu, il savait pas trop quoi faire, donc moi j'ai pris complètement à droite. Et puis là, il y avait une grosse saignée, mais j'arrivais trop vite pour pouvoir passer normalement. Normalement, je roule pas très vite, là, je sais pas, j'étais à 80 à peine, quoi. Mais bon, ça faisait un petit mur, quoi. Donc je suis passée par là avant. Et puis voilà. Même immobilisée dans le matelas coquille, Ludivine n'avait qu'une idée en tête, remonter sur sa moto. Vous l'avez compris, cette fille-là est en acier trempé. Mais face à une fracture du bassin, inutile de lutter. Je suis dégoûtée parce que je suis à 2 jours de l'arrivée. T'as fait un beau Dakar quand même. Je suis pas au bout, ça sert à rien. Ludivine, qui aurait dû finir ce rallye à une excellente 30e place, sera rapatriée en France cette nuit par un vol régulier partant de Bamako. Sa moto, elle, à part les airs, rejoint le bivouac de la baie, ville de départ de la spéciale. Pendant qu'à quelques kilomètres de là, le long de cette large piste en latérite, se déroulait un tout autre drame, bien plus grave, celui-là. Décidément, une journée bien difficile à vivre pour tout le monde. On est bien obligé de parler de la course. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout était quelque sorte figé. On va commencer par le résumé moto avec Christian Choupin. L'enjeu est de taille entre les deux premiers du classement général. 348 km de course, dernière chance pour Després de battre à la régulière Coma. Devant un tel défi, Cyril Després intelligemment ne confond pas vitesse et précipitation. 350 km de spécial, donc autant aller cool dans les premiers kilomètres. Je pense qu'ils savent très bien ce que c'est les Guinéens, la compétition. Ils ne sont pas venus avant le départ, ils sont venus après le départ où les machines, les voitures et les motos accélèrent. Donc
on va aller doucement pour les premiers kilomètres et puis ça va commencer après. Erreur d'appréciation ou fatigue excessive, même pas 800 mètres parcourus, Ede Azevedo chute lourdement, jambes cassées, le Brésilien abandonne. Kilomètre 130, région montagneuse du Futa-Jalón, piste trialisante, Després suivi à la trace par Coma, stratégie de l'Espagnol, Poisson pilote du Français pour une future victoire à Dakar. Pendant ce temps, un motard dur au mal avec son petit doigt cassé réalise le meilleur temps. 8e victoire de spécial sur le Dakar, joli palmarès pour Giovanni Sala, l'ancien champion du monde d'enduro, 3e du général, 32 minutes devant l'américain Blaise. J'ai envie de faire le podium cette année à Dakar. Bon, il manque encore 2 journées, mais tu connais. Si tu fais de la pression, c'est bon d'arriver à la dernier moment avec un petit plus minute d'avantage. Tout compte fait, ce soir Coma est virtuellement vainqueur, 31 minutes à remonter en une journée, sauf casse mécanique. La mission de Cyril Després est quasiment impossible. Alphand et De Villiers, les 2 premiers au général, se saluent à l'arrivée de la spéciale. Pour eux, la journée s'est bien passée. En essayant de gérer son avance, en ouvrant la piste à son rythme, le Français signe une 2e victoire de suite en spéciale, mais ne crie pas victoire. Non, je peux casser le moteur, on la croise, hein, je touche du bois, mais tout peut arriver en mécanique, tout. Carlos Sainz, toujours à l'affût, réussit le 2e temps du jour. L'Espagnol échoue de peu, à 50 petites secondes. Giniel De Villiers a tout tenté aujourd'hui, mais il s'est heurté à un Alphand impérial, auteur d'un sans faute. Le Sud-Africain est résigné. On a encore une petite chance pour demain, mais franchement, je crois que Luc peut être vraiment tranquille maintenant. Non, pas sûr, il peut toujours y avoir une casse mécanique. Il reste encore une spéciale longue de 254 km vers Dakar, mais ce soir, Lucho possède 22 minutes et 13 secondes d'avance sur le Sud-Africain. Et demain, il partira de nouveau le premier. C'est un gros avantage. En T2, Jean-Jacques Raté a creusé un gros écart. Attention. Il est 17e au général avec 4 heures d'avance sur le japonais Ikemashi. Un point maintenant sur le classement camion pour vous rappeler que le Kamaz de Vladimir Chagin est toujours un solide leader. Voilà, demain tout le monde file sur Dakar, mais ce soir tout le monde est triste, y compris la Lune. Bonne soirée. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992. Du même âge a trouvé la mort après avoir été percuté par un camion d'assistance. Ce nouvel accident survient le jour même du 20e anniversaire de la mort du chanteur Daniel Balavoine. Michel Vial, Xavier Roman. Oh, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Et pourtant je veux vivre. Mort dans le désert pendant le rallye Paris-Dakar pour avoir voulu aller jusqu'au bout de ses passions et de ses générosités, Daniel Balavoine, citoyen chanteur et homme réellement blessé par la misère du monde, utilisait la chanson pour bousculer les mentalités et dire le plus clairement possible ce qu'il avait envie d'exprimer. C'est un artiste qui profitait de sa notoriété pour initier des combats, pour aussi éduquer les gens. Et là, il s'adressait d'abord en premier lieu aux enfants et aux écoles parce qu'il disait que les adultes étaient un peu perdus pour la bonne cause puisque eux-mêmes étaient responsables. Mon attitude est la plus difficile à soutenir, c'est qu'en fait, je suis obligé de me battre contre tout ce qui m'arrive de bien pour penser à ce qui reste de mal et ça c'est un problème. Ce héros, pourtant, il l'était sans doute devenu malgré lui pour la jeunesse de son époque, grâce à son franc-parler jusqu'à l'agressivité, comme ici face à François Mitterrand. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux. Et aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, grâce à la modernité de son inspiration. Qu'est-ce que la Ziza? C'est l'histoire d'une juive marocaine qui doit vivre avec cette problématique de l'intégration. Et derrière le choc des extrémismes religieux, il y a aussi déjà lisible dans le texte de Balavoine la discrimination positive. Je serai mieux et je
Balavoine le chanteur est sans doute parti en accord avec l'homme qu'il était devenu et surtout heureux d'être enfin reconnu comme un artiste de rock français. Bien au-delà. 1992. Bonsoir, nous sommes à Dakar, mais nous avons tous une fois de plus le cœur lourd, car la loi des séries malheureusement continue. Une fois de plus, aujourd'hui, un enfant a perdu la vie. Il a été percuté par un véhicule d'assistance sur une étape de liaison. Décidément, c'est vraiment très très dur à vivre pour tout le rallye. Nous reviendrons sur cela dans un instant, en sachant que demain, eh bien, l'étape a été neutralisée. Donc Alphan et Coma ont remporté le Dakar. On en reparle après tout le sport, où on verra que Lyon a de nouveau gagné. C'était à Nancy. On parlera rugby et biathlon, avec des commentaires de Xavier Chenisser et Daniel Leclerc. Si Raphaël Poiré a visé juste, il a dû se contenter de la 4e place de l'épreuve de sprint sur 10 km à Ruppolding en Allemagne. Le Norvégien Frode Andresen a fait la différence en ski de fond pour remporter sa première victoire en Coupe du Monde depuis 3 ans. Direction maintenant Bad Kleinkirchheim en Autriche, qui a vu la Croate Janissa Kostelic remporter la première descente de sa carrière devant la Suédoise Nike Bent et l'Autrichienne Michaela Dorfmeister. Anja Persson a manqué une porte. La première Française, Carole Montillet, termine 23e. 23e également chez les hommes, Pierre-Emmanuel Dalsin, premier Français d'une descente remportée par l'Américain Darren Ralphs. Sur les hauteurs de Wengen en Suisse, le Californien remporte sa 3e descente de la saison devant 3 Autrichiens, Walshofer, Fritz et Strobel. C'est désormais l'attraction au Pays de Galles, Jonah Lomu sous le maillot de Cardiff. Un rempart qui n'a pas suffi cet après-midi face à Perpignan, qui l'emporte 21-3 grâce notamment à cet essai de Grand Claude. Comme pour Biarritz vainqueur hier contre l'Ulster, le quart de finale est en vue pour les Catalans. Fabien Pelouse de retour au stadium après 9 semaines de suspension aura vécu la victoire des Toulousains face aux London Wasps de son ami Raphaël Ibanez. Score final 19-13, Toulouse est déjà qualifié, contrairement à Bourgoin et Castres, défait et donc définitivement éliminé. L'ogre lyonnais n'est pas rassasié, 16e victoire en Ligue 1. Comme à l'aller, Claudio Cassapa marque contre Nancy. Tout à la fin sur ce corner, Fred, son compère brésilien, inscrit le 2e but. 2-0, Lyon poursuit son championnat sur un air de samba. Retour à Dakar donc pour le dernier journal du Dakar. Je vous le disais, malheureusement encore une fois aujourd'hui, la course a été endeuillée. Un véhicule d'assistance en prenant la route pour rallier Dakar a renversé un enfant de 12 ans qui est donc décédé de la suite de ses blessures. Ça fait le 2e enfant qui perd la vie en 2 jours. Vous imaginez bien que ici, eh bien, l'ambiance est très très lourde et que évidemment on a tous une pensée pour ces enfants qui malheureusement ont été impliqués dans ces accidents. Alors, la direction de course a décidé de neutraliser l'étape de demain. C'est donc terminé pour cette 28e édition du Dakar. On va parler du résumé moto dans un instant, mais on va commencer par les autos avec ce montage de Jean-Jacques Brouard. Kilomètre 170, la confusion est totale à l'avant. Luc Alphand s'informe auprès d'un motard. Carlos Sainz et Giniel De Villiers sont eux aussi très hésitants. Alphand est obsédé par un numéro, le 305, celui de De Villiers. Mon objectif, c'était de ne pas perdre le numéro. Et on tournait autour avec les 307, 305, 301, 305. Et Genil, c'est lequel? Et oh là là, et on s'est mis vraiment un dernier. Un peu bouillir sous le casque à ce moment-là, non? Là, mais c'est surtout rester avec Genil, parce que bon, si on se perd tous les deux, c'est pas grave. Et ce plan tactique, Luc va magnifiquement le mettre à exécution. Il marque de loin le Sud-Africain sans prendre de risque. C'est dans la poche. C'était la dernière grande occasion pour Volkswagen. Ce soir, Alphand et Picard possèdent 17 minutes 53 d'avance sur De Villiers. C'est gagné. Demain, le Lacrose est une formalité. 11e victoire pour Mitsubishi. C'est un grand merci à mon Chilou, parce que jusqu'au bout, ça a été difficile. Et, il a fait aucune erreur pratiquement sur ce Dakar, et moi j'en ai fait beaucoup plus que lui, donc on s'est battu tout le long, on s'est arraché, je trouve ça top. Vous êtes un petit jeune par rapport à Gilles, vous avez déjà gagné, c'est votre 2e victoire finalement? Ouais, c'est la 2e. J'étais plus habitué à perdre qu'à gagner, j'ai fait tellement de Dakar que non, ça fait du bien de gagner, et surtout avec Luc. On a fait 2 secondes l'an dernier, je savais qu'il progressait encore, et voilà, je suis super content. On retiendra que c'était la journée des skieurs. Garlin Chistrit remporte sa première victoire d'étape. Au général, Alphand précède De Villiers et Romain.
Kilomètre 160, rien ne va plus, faites vos jeux, rassemblement, nos motards déboussolés nous font part de leur incompréhension. Cyril Després, tel un chef de bande, est comme les autres, perdu, trompé par une note du roadbook douteuse. Scénario atypique, ils sont une trentaine à faire des ronds dans la brousse, à chasser le bon cap. Tension extrême pour Després, notre chef de bande, prend l'initiative, la bonne. Il sort ses adversaires de ce calvaire. Au total, 43 minutes de perdu. Il sauve sa deuxième place au général, non sans mal. Ma mère m'a appris à dire on dit pas le chou-fleur est pas bon, on dit j'aime pas le chou-fleur. Et ben là, pour le roadbook, c'est pareil. Je dis pas le roadbook est mauvais, je dis j'aime vraiment pas comme c'est fait. Il y a deux caps à prendre, une modif de roadbook, je la prends et je perds la piste. Et le deuxième, c'est pareil, quoi, sortie de village. Mais bon, je suis à l'arrivée. En revanche, de la chance, il en a marque Coma. Au kilomètre 160, il choisit un cap sans regarder la note. Paris gagnant pour l'Espagnol. Reste un tour d'honneur autour du lac Rose et ce sera le bonheur. Mon rôle, c'est de faire briller les couleurs et j'ai honnêtement très envie parce que c'est vrai que c'est une course que j'apprécie énormément. Et je suis un petit peu frustré cette année de ne pas avoir pu donner le meilleur de moi-même, mais je crois que c'est pas grave. Le principal, c'est d'être encore là et d'avoir toujours envie de donner le maximum. Le message est clair, partie 9e, David mise juste en suivant Coma. Il remporte ainsi la spéciale. Certains penseront que c'est un coup de poker. Les experts vous diront simplement que notre homme a du métier. Voilà pour ceux qui occupent le haut du classement. Les anonymes sont arrivés. Également, Jean-François Carker a recueilli leur réaction, leur soulagement. Ils ne savaient pas qu'un nouveau drame s'était joué encore une fois sur la route. Merci mon ange gardien. Les Morel père et fils ont fait équipage, chacun son quad. Alan à gauche, 20 ans, le plus jeune engagé du Dakar, a donné bien du souci à Antoine, son papa. 16 rallyes au compteur, trop fougueux, trop souvent, il a quand même été bien obéissant. Et l'exploit est au bout, les Morel en ont fini aux places 82 et 84. Et tous les ans, je lui raconte mon Dakar. Il n'est jamais venu sur un Dakar, mais il connaissait déjà beaucoup de choses, vu mes histoires que je racontais tous les ans. Et je ne suis pas surpris qu'il soit là. Et Antoine, c'est comme il avait raconté dans toutes ses histoires, papa? Ouais, c'est comme il avait raconté. Et je pense qu'on peut pas se rendre compte de la difficulté, il faut vraiment le faire. Hein. C'est incroyable, les endroits dans lesquels on est passé, ce qu'on a pu franchir, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est ce que je disais, je l'avais annoncé que c'était mon dernier Dakar. C'est vrai que j'arrive à 30 rallyes africains et 8 Dakar. Je vais avoir 40 ans et bon, j'ai envie de décrocher. C'est vrai que j'ai vécu ma passion. C'était vraiment extraordinaire. Premier équipage féminin, c'est génial. Ah ouais. Corentine Quignou et Florence Bourgnon terminent à la 48e place et elles en redemandent, enfin presque. On aimerait bien mettre le clignotant à droite et faire demi-tour et repartir en marche arrière. Hein, Corentine? On les refait en marche arrière? Non, on va à Dakar maintenant. Ah, elle veut pas. Bon, c'est peut-être pas utile de repartir. Il y a 20 ans, jour pour jour, disparaissait Thierry Sabine, l'homme qui a créé cette épreuve Évocation. Il a eu une année géniale et puis aujourd'hui on en a le résultat parce qu'attirer un tel plateau de constructeurs, mettre de tels moyens dans une discipline qui a autant de retombées, je crois qu'il avait vu juste, il savait qu'il y avait un créneau pour faire rêver ceux qui ne pouvaient pas partir et ceux qui partaient, ils allaient être occupés. La preuve c'est qu'aujourd'hui on a encore transpiré une fois de plus. Est-ce qu'il y en a qui vous appellent Thierry de temps en temps? Oui, et je trouve que c'est bien parce que ça permet au moins de penser encore à lui. Sans le connaître, je dirais que moi toute ma vie est tournée autour du Dakar, donc je le remercie sans l'avoir connu. Quel charme, quel
quel type quoi. Il y a des gens comme ça, c'est un général de brigade, hein, c'est une espèce de Rommel, c'est un Montgomery, c'est des gens, on en sort un, on ne sait pas dire pourquoi, mais ils sont différents. Le matin, d'après l'intonation de la voix, on savait qu'il nous envoyait dans des trucs pas possibles et on est tombé amoureux du personnage, en plus du continent africain, en plus du désert. Le Dakar est avant tout une espèce d'école de l'aventure géante. C'est un moyen de remettre en avant des notions peut-être un peu moyenâgeuses, mais qui sont pour moi très importantes. Notion d'audace, notion de courage, notion de toujours aller de l'avant et toujours aller un petit peu plus loin pour nous, en fait, Européens et frustrés de ce genre d'espace. Voilà un montage signé Michael Petit. Ainsi se termine ce journal du Dakar. C'était toute l'aventure du Dakar sur France 3 avec Total, partenaire depuis 1992.